On est obligé d'appeler un chat et de dire les choses comme elles sont. Donc je vous demande par avance de m'en excuser et je vous assure que je ne prends aucun plaisir à raconter ces horreurs. Voilà, que cela soit dit. C'est véritablement une épreuve à chaque fois. C'est une épreuve à chaque fois. Alors, je viens vous parler d'un sujet que j'ai appelé les crimes institutionnels contre les enfants. D'hier à aujourd'hui, cette réalité, comme le père Joseph le disait tout à l'heure, c'est une réalité sur laquelle je suis remontée jusqu'à 1750. Je sais qu'il y a des précédents. Je sais qu'il y a eu, peu après la mort de Jeanne d'Arc, un procès retentissant qui a été le procès de Gilles de Rais. Gilles de Rais ayant été un grand capitaine des armées de Jeanne d'Arc, qui est mort sur le bûcher pour avoir violé et assassiné des centaines d'enfants que ces sbires ramassaient dans les campagnes sur le chemin de l'école et dont il faisait ses proies. Voilà. Donc je ne me suis pas penché spécialement sur le procès de Gilles de Rais. Je tiens quand même à vous signaler, et à le cas échéant, je vous donnerai les références si ça vous intéresse, que le Sénat français, qui siège à Paris, a organisé en 1994 une parodie de procès en réhabilitation de Gilles de Rais. Savez-vous à quel titre Gilles de Rais était innocent? Savez-vous pourquoi? Parce que c'est l'Église qui l'a condamné. Avec des arguments comme ça, le Sénat a été mobilisé pour ça. Et j'ai toutes les preuves, j'ai à la fois les articles de presse, mais j'ai également un travail universitaire qui m'a été gentiment confié, enfin donné, et dans lequel on raconte que certains caciques de la Ve République se sont amusés à dire que Gilles de Rais était forcément innocent puisque un évêque avait voulu sa condamnation. Et je vous assure que la réalité des crimes de Gilles de Rais est absolument incontestable. Vous avez un historien décédé maintenant, Jacques Hers, qui a fait toute l'étude et qui dit « Arrêtez de dire n'importe quoi sur Gilles de Rais, c'était un pédocriminel abominable ». Mais je ne suis pas remontée jusqu'à là, je me suis contentée de commencer en 1750, puisque l'événement dont je vais vous parler est celui dont la découverte a justifié que je reprenne mes études d'histoire et que j'aille voir ce qu'il y avait derrière. Voilà. Donc j'avais 51 ans, c'était il y a bientôt 20 ans. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en 1750 qui correspond à peu près au milieu du règne de Louis XV? Des milliers de parents se soulèvent à Paris où la police, on dit que c'est la police, mais les gens ne sont pas tout à fait sûrs, en tout cas des individus visiblement protégés par les autorités, enlèvent des enfants sur le chemin de l'école. Des enfants sont enlevés, mis dans des carrosses et happés et disparaissent. Ils disparaissent dans les prisons. La rumeur commence en septembre 1749. Des parents hurlent, enfin, on entend il y a des débuts d'émeutes, enfin des gens qui poussent des cris, on a enlevé mon fils, on a enlevé ma fille. Et les mémorialistes de l'époque, dont on se sert beaucoup quand on fait de l'histoire, commencent à dire une fausse rumeur, un faux bruit circule qu'on enlève des enfants. N'importe quoi. Les gens sont bêtes au point qu'ils croient qu'on enlève leurs enfants. Je ne sais pas si vous imaginez comme les Français étaient bêtes à cette époque-là. Et la chose a tellement plu, cette version des choses a tellement plu que pendant des années, pour ne pas dire pendant un siècle ou deux, chaque fois que cet épisode a été relaté, c'était pour dire les gens croyaient qu'on enlevait leurs enfants. Une rumeur faite de faux bruits dit que les gens ont cru qu'on enlevait les enfants. J'aime autant vous dire que les historiens qui ont mis le nez dans le dossier, et j'en fais partie, je suis arrivé après une longue liste, je vous assure que c'est absolument incontestable, des gens payés par la police arpentaient les rues de Paris et happaient des enfants qu'ils mettaient dans des carrosses et qu'ils emmenaient dans des trous, dans des culs de basse-fosse où leurs parents avaient toutes les peines du monde à les tirer. Donc, une fois que la chose a été incontestable, que effectivement la police enlevait des enfants, enfin il y avait tellement de témoignages. Vous savez, il y avait à Paris à l'époque des commissaires de police à qui était attribué un quartier de Paris, et les plaintes pour enlèvement d'enfants tombaient dans les commissariats. Les commissariats, ils ont des archives, il n'y a qu'à aller regarder dedans et on voit qu'il y avait une réalité absolument incontestable. Donc une fois qu'on a fini de nier qu'on enlevait des enfants, on a fait circuler ce qu'on appelait des faux bruits et des rumeurs idiotes.
Par exemple, les gens disent qu'on enlève les enfants parce qu'un prince lépreux a besoin de sang frais de jeunes enfants et il se fait couler des bains de sang, etc. Bon, alors qui c'est qui va croire à des âneries pareilles en plein Paris en 1750? En admettant que de telles abominations puissent éventuellement avoir lieu, c'est pas des choses qui se racontent dans la rue. Il est bien évident que ce sont des fausses pistes qu'on lâche pour ridiculiser les parents qui se plaignent. On dit... Alors on dit que là on a accusé plus ou moins à mots couverts plusieurs personnes de ces exactions et rapidement la chose ne tient tellement pas debout qu'on évacue l'explication en même temps que le fait. C'est-à-dire que non, on n'enlève pas des enfants. Et finalement, les émeutes vont se faire de plus en plus violentes et vont pousser le pouvoir à réagir. Au bout d'un moment, il y a mort d'homme. C'est-à-dire qu'il va y avoir des émeutes tellement violentes que vous avez des enleveurs d'enfants qui vont être massacrés par la foule. Massacré. Et alors la dernière émeute, c'est le 22 mai 1750, en face de l'église Saint-Roch. Je ne sais pas si vous connaissez l'église Saint-Roch à Paris. Il n'est pas resté grand-chose du dernier enleveur d'enfants de cette période. La foule l'a vraiment piétiné, massacré, à coups de planche à clous. Enfin bon, voilà. Et la colère ne s'est absolument pas calmée. La colère ne s'est pas calmée parce que les autorités continuaient de nier les faits. Donc, à partir du moment où il y a eu mort d'homme, il y a eu procès. Et à partir du moment où il y a eu procès, eh ben c'est là qu'on a commencé à avoir des témoignages. Et sans témoignages, on ne peut pas grand-chose. Les témoignages sont... J'ai eu entre les mains le procès, le carton du procès des enlèvements d'enfants. C'est quelque chose d'énorme. C'est énorme. Vous avez des centaines de témoignages. C'est absolument gigantesque. Et les émeutes violentes, rien que sur le mois de mai, il doit y en avoir eu 4 ou 5, et il y en avait sans arrêt. Vous avez des échauffourées depuis le mois de septembre jusqu'au 22 mai. Avec des cavalcades dans les rues, vous avez de temps en temps, vous avez par exemple un petit garçon ou une petite fille qui se fait happer par un enleveur d'enfants qui le jette dans un carrosse, quelqu'un le voit, hurle, et vous avez les gens qui descendent des fenêtres et qui s'arment de bâtons, enfin des chasses à l'homme, des véritables chasses à l'homme. Et il y avait déjà eu une telle chasse à l'homme et une telle rumeur aussi grave en 1720. Alors 1720, c'était l'époque de la Régence, et c'était l'époque où on cherchait des gens à envoyer aux colonies, vous savez, pour faire fructifier les investissements qui avaient été faits par la Compagnie des Indes en Louisiane. Donc on avait enlevé des enfants à ce moment-là. Et il y avait déjà eu des émeutes extrêmement violentes. Et l'attitude des autorités avait déjà consisté à minimiser, on ne c'est pas vrai, laissez tomber. Donc, un procès a eu lieu, et au cours du procès, des policiers sont venus exhiber les ordres écrits du lieutenant général de police qui leur disait « Vous allez nous enlever des enfants et vous toucherez tant par pièce. » Vous imaginez? Vous imaginez? Le lieutenant général de police, il a fait profil bas, mais c'est évidemment lui qui donnait les ordres. Et ce procès a été une véritable mascarade parce que les enleveurs d'enfants s'en sont tirés et 3 émeutiers ont été pendus. Alors, si vous vous demandez pourquoi le roi Louis XVI, petit-fils, roi Louis XV, a perdu la tête le 21 janvier, jour anniversaire aujourd'hui, plusieurs dizaines d'années plus tard, je peux vous dire que le début du discrédit de la royauté, c'est ce moment-là. C'est-à-dire que la foule qui était massée par dizaines de milliers, tout Paris était sorti, n'a pas compris que le roi ne fasse pas grâce à 3 émeutiers qui avaient défendu leur petit frère ou leur petite sœur, ou leur fils. Alors, il y a une chose qu'on peut comprendre, c'est qu'à partir du moment où l'État veut conserver sa crédibilité, il ne peut pas... il y a eu mort d'homme, donc on est bien obligé de faire une sanction. Il pouvait prononcer une sanction sévère et faire jouer la grâce immédiatement. Et le roi n'a pas voulu. Et je ne m'explique pas pourquoi Louis XV, il n'a jamais accordé aucune grâce. Aucune. Et là, c'était vraiment le moment de la donner. Le discrédit qui est tombé sur le roi de France à ce moment-là est énorme. Énorme. Parce que personne ne pouvait concevoir qu'on ne se révolte pas si on vous enlève vos enfants. Alors, je vous rassure, les enfants ont été retrouvés, pour la plupart, pas tous, mais les enfants qui ont été enlevés à l'occasion de ces émeutes ont tous retrouvé leur foyer. Mais depuis le début, depuis la période de la Révolution française, pendant tout le XIXe siècle jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, chaque fois qu'on a évoqué ces affaires-là, ça a été pour minimiser les faits et porter le discrédit sur ces parents imbéciles qui s'imaginent qu'on enlève leurs enfants. Et je vous assure que des dizaines et des dizaines d'enfants ont été enlevés. Alors,
J'ai retrouvé, alors c'est pas moi qui ai cherché, hein, j'ai suivi la trace de mes prédécesseurs, la trace de listes, j'ai retrouvé des listes d'enfants enlevés qui étaient mis dans des espèces de dépôts d'avant la prison, si vous voulez, où un inspecteur de police leur rendait visite et marquait « jolie figure, pas de parents », ou des choses comme ça. Attendez, ça ressemble à s'y méprendre à une inspection. À une inspection pour ce qu'on va faire des gosses. Quand on sait la réalité des trafics d'enfants, j'aime autant vous dire qu'un inspecteur de police qui va dans un dépôt où on a mis des enfants enlevés et qui note que celui-là a une belle figure, j'aime autant vous dire que ça n'a absolument rien à voir avec un rapport de police. C'est extrêmement choquant. Extrêmement choquant. On a accusé, bien sûr, alors le roi d'avoir donné l'ordre de ces enlèvements. C'est non. C'est non, c'est impensable. C'est impensable. Le roi a été outré, on l'accuse de ça. Il a été outré. Alors il faut savoir que le roi, s'il avait en principe énormément de pouvoir, il ne les avait pas tous, et notamment il avait en face de lui une magistrature absolument rétive à toute idée d'obéissance à l'autorité royale, et qui tenait ces choses-là, c'est les magistrats. Ce sont les magistrats. Donc le lieutenant général de police, qui s'appelait Nicolas René Berrier, lui dépendait directement de l'autorité du roi, mais il était absolument en cheville avec les magistrats, c'est une évidence. Et les ordres qu'il a donnés ne correspondent absolument pas à une injonction que lui aurait donnée le roi. Il est impensable d'imaginer. Et je l'ai cru au début, alors pour que je vous en parle à mon aise, j'ai cru au début, quand j'ai commencé ma recherche, j'étais sûr que j'allais trouver que le roi avait donné des ordres comme ça. C'est non. Mais le roi, il a fait autre chose. Donc, que sont devenus ces enfants? Où étaient-ils pendant qu'ils ont été enlevés? J'ai cherché, j'ai rencontré un monsieur, alors c'est très intéressant l'aspect, tout ce qui vous mène à une recherche, parce que la recherche c'est une chose, mais les découvertes ça vient de n'importe où. Il y a un monsieur, je ne sais pas s'il est anglais ou américain, je crois que c'est un américain, un historien américain qui s'appelle Dale Van Clay, qui a recherché si dans l'affaire de Damien c'est ce domestique qui a attaqué le roi en 1757 et qui a été abominablement mis à mort parce qu'il avait planté un couteau dans le dos du roi. Et ce Dale Van Clay s'est demandé si Damien n'aurait pas eu sa fille enlevée au moment des enlèvements d'enfants, ce qui aurait justifié qu'il attaque le roi. Et j'ai rencontré ce Dale Van Clay, c'est vraiment émouvant, il n'a pas trouvé. Alors il a dit, c'est une fausse piste, Damien a dit n'importe quoi. Et moi, parce qu'il a évoqué cette piste-là, moi j'ai cherché et moi j'ai trouvé. Effectivement, Damien a bien eu sa fille enlevée en 1750. Et 7 ans après, il a attaqué le roi. Et je vous assure que là, les choses se tiennent. Ça n'est pas le roi qui a donné l'ordre qu'on enlève des enfants, mais Damien, qui était domestique du frère de la marquise de Pompadour, était à portée de savoir que le roi de France couchait avec des petites filles, des prépubères. Et la puberté à l'époque, contrairement à ce qu'on croit, c'était beaucoup plus tardif qu'aujourd'hui. Donc à l'époque, une fille de 15 ans était à peine pubère et le roi couchait avec des petites plus jeunes que ça. Et Damien a été à portée de le savoir, puisqu'il était domestique d'un des fournisseurs de la chair fraîche pour le roi, le frère de la marquise de Pompadour. Et Damien avait eu en 1750 sa fille enlevée à Paris par les archers. Ça, c'est ce qu'on découvre. Alors, quand j'ai rencontré Dale Van Clay, il était venu à une de mes conférences. Je crois que c'est lui. Il m'a dit, je crois que c'est lui. Enfin bon, il s'est pas complètement présenté comme ça, mais je crois vraiment avoir eu affaire à lui, un monsieur qui parlait l'anglais, qui connaissait le dossier sur le bout du doigt. Et il a cherché les enfants enlevés dans la prison du Châtelet. Il dit c'est n'importe quoi, il n'y a pas d'enfants enlevés au prison du Châtelet. Donc il n'y a pas d'enfants enlevés. Sauf que les enfants enlevés, ils n'étaient pas au Châtelet, ils étaient à l'hôpital général. Et moi je suis arrivé à l'hôpital général, j'ouvre les rougiers de l'hôpital général, ils étaient tous là. Pas la fille de Damien, qui vraisemblablement a été libérée tout de suite,
Il y a eu une gigantesque émeute dans le quartier où Damien habitait, une gigantesque émeute. Il est absolument évident que la fille de Damien a été raflée par ses gosses et vraisemblablement libérée très rapidement, parce que ça s'est fait, ça ce sont des conclusions que je tire, au moment où les émeutes étaient tellement violentes qu'au bout d'un moment, il lâchait les gosses, quoi. Quand il voyait que l'émeute prenait de l'importance, les exempts, c'était pas les archers, c'était les exempts. Exempts, ils étaient exemptés de certaines taxes, c'est pour ça qu'on les appelait les exempts. Donc les exempts ont fini par relâcher les gosses, et c'est vraisemblablement ce qui est arrivé à la fille de Damien. Et là, alors j'écris tout un bouquin, on m'a demandé d'en faire un roman, c'est un véritable gâchis, parce que j'avais toutes les preuves, enfin bon, je sais pas, si Dieu me prête vie, j'aurais peut-être le temps de le reprendre, mais pour l'instant je suis sur d'autres projets. Mais il y a vraiment des choses à comprendre, une grande affaire criminelle du siècle de Louis XV, qu'est-ce qu'il y a dessous? Il y a des affaires de pédophilie. C'est clair et net. Et si vous trouvez un procès gigantesque, énorme, un énorme scandale inexpliqué, si c'est inexpliqué, c'est que c'est caché. L'explication est toute simple. Ça, j'aime autant vous dire que les affaires de mœurs, elles sont derrière tout ce qu'on essaye de cacher. Pratiquement. Donc, pourquoi est-ce que Delvanclé n'a pas retrouvé la petite Marie Damien? C'est parce que il l'a cherchée dans les registres du Châtelet, et que, enfin, c'est pas Marie Damien, il a dit, on n'enlevait pas les filles. Si, on enlevait les filles. On enlevait les filles et les garçons. Et moi, j'ai retrouvé les garçons à l'hôpital de Bicêtre et les filles à l'hôpital de la Salpêtrière. Et j'ai des listes entières, j'ai le nom, le prénom, le nom des parents et tout. La date à laquelle ces enfants sont arrivés à la Salpêtrière ou à Bicêtre et la date à laquelle ils sont sortis. Donc c'est pour essayer de comprendre ce que c'était que la destination de ces enfants que je suis allé étudier ce que c'était que l'hôpital général. C'est l'ancêtre de l'assistance publique ou de l'ADAS ou de l'ASE. Alors, hôpital, à l'époque, ça n'est pas l'hôpital d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un hôpital, c'est un lieu pour soigner les malades. À l'époque, un lieu pour soigner les malades, ça s'appelle un hôtel-dieu. Donc, ce qu'on appelle l'hôpital, c'est l'asile. C'est l'asile. C'est-à-dire l'institution dans laquelle on renferme alors pas les délinquants, parce qu'il y a pour ça la prison, mais les pauvres, les marginaux, tous les gens qui traînent. Voilà, on ne veut plus que les gens traînent dans les rues. Il y a eu énormément de mendicité. L'hôpital général a été officiellement créé pour venir à bout du problème de la mendicité. Donc, régulièrement, les villes sont envahies de mendiants. Pourquoi est-ce que les mendiants mendient dans les villes et pas dans les campagnes, entre amis? Un jour, je me suis posé la question et j'ai trouvé la réponse. Pourquoi? Attendez, le blé, il est à la campagne ou il est à la ville, a priori? Non. Parce que les villes sont de toute façon approvisionnées. Donc les mendiants, ils suivent le blé. Les villes seront toujours approvisionnées. Quitte à aller taper sur les paysans pour leur piquer leur réserve. Les villes sont approvisionnées. Donc les mendiants suivent le blé. Et en période, notamment pendant la période de la Fronde, qui ont été 4 ans absolument abominables, une misère absolument atroce, l'hôpital général a été créé juste au sortir de la Fronde pour, on a justifié au roi, venir à bout du problème récurrent de la mendicité. Alors, les magistrats, la plupart jansénistes, pas uniquement, au début c'était magistrats de la Compagnie du Saint-Sacrement, après c'était vraiment les jansénistes, opposant à la première heure à l'autorité royale et à l'autorité du pape. Ces gens-là savent mieux, ils sont plus royalistes que le roi, ils sont plus papistes que le pape, ils savent tout mieux que tout le monde, et ce sont eux qui ont inventé l'hôpital général, à qui ils ont demandé dont ils ont prétendu qu'il allait régler le problème de la mendicité. Alors c'est quoi le problème de la mendicité? Pour ces gens-là, un mendiant, c'est pas un malheureux, c'est un feignant. Il mendie parce qu'il ne veut pas travailler. Attendez, quand vous mendiez, c'est parce que vous avez perdu votre outil de travail la plupart du temps. Aucune commisération, vraiment des gens d'une dureté absolue. Et ils ont inventé l'hôpital général. Et le roi, je ne vais pas vous faire tout ça sur l'hôpital général, mais enfin, le roi a accepté de laisser ses magistrats absolument rétifs à toute autorité au-dessus de leur tête, à régler le sort de tous les miséreux, et ça a été une abomination. Il y a un terme pour décrire le mode de fonctionnement de ce qu'était l'hôpital général, ça s'appelle concentrationnaire. Le mot est arrivé après, mais la chose, elle peut absolument être décrite, c'est-à-dire c'est un lieu ouvert, à ciel ouvert, dont on ne peut pas sortir, dans lequel le droit ne s'applique plus. Le droit ne s'applique plus. C'est exactement l'hôpital général. Donc, c'est un lieu de maltraitance odieuse en direction des pauvres. Les pauvres, vous savez, pour les jansénistes, un pauvre, s'il n'avait pas péché, le bon Dieu lui aurait donné de l'argent.
Vous voyez le genre de chrétiens que ça fait, ces gens-là. Alors, ils sont tous riches, hein. Ils sont tous riches. Hein. Je dis pas que tous les jansénistes sont riches, mais tous les magistrats jansénistes sont des gens qui sont vraiment, qui occupent le haut du panier. Ils ont une haine de tout ce qui est faible. C'est absolument effrayant. Effrayant. Donc, l'hôpital général dans lequel personne ne peut aller regarder ce qui se passe, tenu par des magistrats qui font rafler dans les rues tous les gens qui sont en situation de précarité. Et ils sont à l'hôpital général pour travailler. Et les donneurs d'ordre qui vont leur fournir du travail, par exemple des trucs à tricoter, ou ce sont les petits camarades, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, bon. En plus, comme c'est une œuvre de charité, le roi accorde des exemptions d'impôts et de taxes sur tous les produits qui rentrent à l'hôpital général. Je ne vous dis pas le trafic de produits hors taxes qu'il y a. Enfin, vous imaginez. Le lieu de toutes les exactions, à la fois les exactions contre les pauvres qui sont maltraités, fouettés, enfin c'est une abomination. Il y avait régulièrement, alors je l'ai étudié sur la Salpêtrière, mais c'est vraisemblablement la même chose sur Bicêtre, mais vraisemblablement pour la Salpêtrière, j'en suis sûr, il y avait régulièrement dans Paris ce qu'on appelait la plainte de la Salpêtrière, c'est-à-dire un hurlement de révolte de toutes les prisonnières ensemble qui hurlaient au milieu de la nuit et ça réveillait les Parisiens. C'est abominable. C'était tenu de main de maître par les magistrats du Parlement de Paris, des officières qu'on appelait les sœurs machin ou sœurs trucs qui n'étaient absolument pas religieuses, c'était des laïcs, c'était des orgies, je ne vous raconte pas. Toutes les officières, elles avaient au moins un amant parmi les prêtres de l'institution et un autre parmi les magistrats du Parlement de Paris. C'était, et alors, à coups de fouet, à coups de absolument affreux, affreux, affreux. Lieu de corruption, de scandale, de prévarication et de vice. Et ça, le roi Louis XIV avait signé l'édit de fondation de l'hôpital général, il n'y avait plus moyen d'y mettre de l'ordre. Là est concentrée la résistance à l'autorité par des notables absolument pourris, odieux, menteurs et tout-puissants, parce que ce sont eux qui disent la loi. C'est le roi qui fait la loi, mais eux ils la disent. Ils disent le droit. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous arrêter et faire de vous ce qu'ils veulent. Conclusion. La plupart des enfants que j'ai trouvés dans les registres de l'hôpital général, ils ont été rendus à leurs parents. Alors, sauf quelques-uns qui ne l'ont pas été, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais j'ai suivi la trace d'enfants qui n'ont pas été rendus à leur mère, et quelques années après, ils ont disparu. La question se pose de savoir ce qu'ils sont devenus. Aucune enquête n'a jamais été faite sur le sujet. Et je le sais parce que comme j'ai passé toute mon année universitaire de DEA, tous les mercredis, toute la journée, aux archives de l'assistance publique, j'aime autant vous dire que tout ce qui a été écrit sur le sujet m'est passé entre les mains. Donc personne n'a fait cette recherche. Sauf moi, mais il faut bien quelqu'un qui commence. Et j'ai établi, pendant cette recherche, une liste de milliers d'enfants qui, alors, non pas enlevés dans les rues, enfants entrés dans l'institution en tant qu'enfants pauvres, qui sont sortis, alors ils rentraient soit parce qu'ils étaient orphelins, soit parce qu'ils étaient abandonnés, soit parce qu'ils entraient avec leur maman, au bras de maman ou dans les bras de maman. Et ils ressortent seuls, par milliers, des centaines et des centaines, à la file, et au fil des années, des milliers et des milliers. Que sont devenus ces enfants ? Que sont devenus ces enfants ? L'hôpital général qui est là pour régler le problème de la mendicité est un gouffre dans lequel les enfants pauvres entrent, ils sont censés y rester, grandir, apprendre un métier et ensuite retourner à la vie. Ils entrent, ils restent quelques mois, ils ressortent et ils disparaissent. Et certains réapparaissent, et redisparaissent, et réapparaissent, et redisparaissent. Qui vient se servir d'enfants ? Pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on fait de ces gosses ? Personne n'a le droit de regarder ce qui se passe à l'hôpital général, à part les magistrats jansénistes du Parlement de Paris. Et leurs affidés. En fait, l'hôpital général était le lieu d'un gigantesque trafic d'enfants pauvres. Et je n'ai regardé que la Salpêtrière. Non, j'ai regardé également la Pitié. La Salpêtrière, c'était les petites filles à partir de 6 ans. Bicêtre, c'était les garçons à partir de 6 ans. Les femmes. La Salpêtrière, c'était les femmes et les enfants et les petites filles de 0 à l'âge adulte. Mais les petits garçons, ils étaient séparés en deux.
Vous avez les petits garçons à partir de 12 ans qui étaient à Bicêtre, et de 5 à 12, ils étaient à la Pitié. Donc il y avait un truc spécial pour les petits garçons. Et là, j'ai regardé les registres, c'est pareil, ça disparaît, en veux-tu, en voilà. Ils rentrent, ils sortent. Un enfant qui sort de l'hôpital général, il a forcément une destination. Soit il va à l'Hôtel-Dieu parce qu'il est malade, soit il y a son papa qui est apparu et qui le récupère, soit il va être adopté, ce qui n'existe jamais. Ça, c'est une vue de l'esprit, hein. L'adoption, ça n'existait pas à l'époque. Mais il y a eu quelques cas. Soit il part en apprentissage. Mais celui qui ne va pas à l'hôpital, qui est pris par ses parents, qui ne va pas en apprentissage, il va où? Et il n'y a plus d'autres institutions. L'hôpital général a absorbé tout ce qui concerne les enfants perdus. C'est l'œuvre à l'origine du grand Saint-Vincent de Paul. Et quand Saint-Vincent de Paul, quand les gens qui ont fondé l'hôpital général sont allés le voir en disant « Monsieur Vincent, nous allons créer un hôpital, est-ce que vous nous confieriez vos enfants ?» Il a dit « Moi vivant, vous n'aurez pas mes enfants. » Et ils les ont eus le lendemain de sa mort. Ils ont mis la main sur l'œuvre magnifique de Saint-Vincent de Paul. Et les magistrats du Parlement de Paris, quand Saint-Vincent de Paul a été canonisé au XVIIIe siècle, ont refusé d'enregistrer la bulle de canonisation pour lui apprendre. C'est des gens rancuniers. Hein. Donc ça vous laisse ça. Vous imaginez l'horreur, les horreurs qu'il peut y avoir derrière. Donc, le soupçon de trafic sexuel sur ces enfants est énorme. On n'a évidemment pas de preuves. Mais il faut savoir que cette période-là, c'est ce qu'on appelle la période des Lumières. Hein. L'encyclopédie, c'est la fin des années 40, ça commence à la fin des années 40. Vous avez tout un tas il y a ça à tous les siècles, hein, c'est pas les Lumières qui ont inventé ça, mais enfin disons que le mouvement bat son plein de revendiquer une morale libertaire. Enfin, on disait pas libertaire à l'époque, on disait libertin. Non, c'est pas libertaire, le siècle du libertinage. Et dans le libertinage tel qu'il est promu par les gens des Lumières, il y a également ce qui touche aux enfants. Voilà. Moi, j'ai retrouvé des textes. Alors, c'est pas dit de façon aussi crue qu'aujourd'hui, où maintenant on vous montre tout, on vous dit tout, mais je vous assure que c'est absolument incontestable. Donc, vous avez un mouvement qui dit que plus le partenaire est jeune et mieux c'est, et ça va jusqu'aux petits enfants. Et il est avéré, il est incontestable que le roi mangeait de ce pain-là. Alors, avec cette différence quand même, c'est que il n'a jamais réclamé d'enfants, il n'a jamais chassé d'enfants. On lui en a fourni et il a consommé. Il y a une gradation quand même. Hein. Vous savez, je dis pas ça pour excuser le roi, il y a une gradation. Il y a celui qui chasse et puis qui chasse, qui viole et qui tue, ça existe. Et puis il y a celui qui... attendez, pourquoi est-ce qu'on a corrompu le roi, à votre avis? Parce qu'on tenait, et ça marche encore. Ça marche encore aujourd'hui. Vous faites coucher quelqu'un avec un enfant, vous le tenez, c'est tout, c'est comme ça. Après, il fera ce qu'on lui dit de faire. Et j'aime autant vous dire que dans la gigantesque bataille des sacrements et de l'hôpital général, j'ai très bien compris pourquoi le roi a finalement cédé. Je vous laisse le deviner. Donc, l'analyse des archives de la police des mœurs, parce qu'il y avait une police des mœurs à l'époque, montre que la pédophilie était impossible dans le réseau de prostitution habituel qui était très très étroitement surveillé par la police. C'est-à-dire qu'un amateur de chair fraîche ne pouvait pas trouver à satisfaire son vice dans le réseau de prostitution habituel. Pourquoi? Parce que dans ce milieu de libertinage, il y a des limites qu'on ne franchit pas. Et la pédophilie, c'est celle qu'on ne franchit pas. On ne couche pas avec des gosses. Point. C'est comme ça. C'est peine de mort immédiate. Bim. Donc, où vont les amateurs? Il y a une promotion de la pédophilie, à mots couverts, mais c'est une promotion quand même. Et on sait que le réseau de prostitution habituel ne va pas fournir. Ah ben moi j'ai trouvé. C'est à l'hôpital général. Alors je vais vous raconter quelque chose. Vous avez les enfants qui étaient abandonnés par leur maman à la naissance. Ils allaient dans une institution qu'on appelait la couche. C'est ça qu'avait créé le grand monsieur Vincent. Quand ils arrivaient, alors soit ils allaient à la couche du Parvis, c'est en face de Notre-Dame. Quand ils revenaient de nourrice, ils allaient dans une autre institution qui s'appelait également la couche, qui était rue Saint-Antoine, où ils résidaient, alors garçons et filles mélangés, de retour de nourrice de 2-3 ans jusqu'à 5-6 ans.
Et à 5-6 ans, les petits garçons vont à la Pitié et les petites filles vont à la Salpêtrière. J'ai retrouvé tous les registres d'entrée et de sortie de la couche, de la Salpêtrière et de la Pitié. Les enfants qui quittaient la couche, garçons et filles mélangés, on a leur nom, leur prénom, leur numéro de matricule, la date à laquelle ils sortent de la couche rue Saint-Antoine. Ils font 500 mètres pour arriver à la Salpêtrière pour les filles et 400 mètres de plus pour arriver à la Pitié. Ils mettent 48 heures à arriver à destination. J'ai été tellement suffoqué quand j'ai découvert ça que j'ai cru que je m'étais trompé. J'ai dit, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Il est parti le 14, il n'a pas pu arriver le 16. J'ai tout vérifié. Il mettait entre 24 et 48 heures à arriver à destination, à votre avis. Il y a autre chose à comprendre ? L'hôpital général est la seule explication plausible. Et on a retrouvé plein de trucs. Enfin, c'était là. Il y a une fille qui s'appelait Marie-Toussine Leblanc, qui était une beauté, paraît-il, absolument renversante. Elle est rentrée. Alors, Marie-Toussine, quand vous voyez ce mot une fois, vous vous en souvenez, hein. Marie-Toussine, c'est rigolo, elle a dû naître le jour de la Toussaint, donc ses parents l'appelaient Marie-Toussine. Et j'ai vu son nom dans les registres de la Salpêtrière. C'est un nom qu'on retient. Bon. Et un jour, j'ai appris qu'il y avait eu un scandale, que Marie-Toussine Leblanc, elle était accusée de se prostituer, etc., etc. Et il y a eu tout un procès, et je me suis amusé à regarder les attendus de ce procès. Et Marie-Toussine Leblanc, elle est accusée par son père de se donner au premier venu. Elle a été accusée par des voisins soudoyés par qui il fallait pas, que en fait les parents étaient d'accord et que enfin bon, ça a été un embrouillamini. Et Marie-Toussine Leblanc, elle est rentrée à la Salpêtrière, elle avait 13 ans. Et on la retrouve au bordel en sortant. Alors, sachez une chose, aucune mère maquerelle de Paris n'aurait pris le risque de vendre une virginité. Jamais. Jamais ça leur coûtait trop cher. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on l'envoie à l'hôpital général. Et ensuite, elle peut rentrer au bordel. Donc, trafic de prostituées, trafic d'enfants. La recherche n'a jamais été faite sur ce qui se passe à l'hôpital général, à part ce que j'ai fait en écrivant la Marche rouge. Alors, la Marche rouge, c'est moi qui ai inventé ça. Hein. Vous savez qu'en 1996, quand il y a eu l'affaire Dutroux, Marc Dutroux, vous avez eu en Belgique ce qu'on a appelé une marche blanche avec des gens. Et moi j'ai appelé ça la marche rouge parce que c'était sanglant. C'était sanglant. Et les dernières émeutes de mai 1750, les manifestants avaient attrapé les nippes ensanglantées du gars qu'ils avaient et ils se baladaient comme ça dans les rues. Ça évoque quelque chose. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, la recherche n'a jamais été faite sur ce qui se passait à la Salpêtrière, sauf que j'ai fait cette recherche et que maintenant c'est ouvert. À la Révolution, tout le soin des pauvres et tout ce qui concerne l'hôpital général est tombé entre les mains des francs-maçons. Voilà, c'est passé des jansénistes aux francs-maçons. Et ça y est, encore. Ça n'a pas bougé depuis. Et on est en droit... Pardon ? Il y a les mondialistes aussi maintenant. C'est les mêmes. C'est pareil. Donc, le soin des pauvres est passé d'une société secrète à une autre société secrète. Alors moi, je connais un franc-maçon qui me dit « mais parce qu'on est discret ». J'ai dit « une société discrète ». Enfin bref, on n'a pas le droit d'aller regarder. Ce qui fait que jamais les horreurs qui se passaient à l'intérieur n'ont été dénoncées. Donc si ça n'a jamais été dénoncé, pourquoi est-ce que ça serait arrêté, à votre avis ? Donc les services sociaux, depuis au moins 1650, parce qu'en 1657, c'est la création de l'hôpital général, 1750, c'est un siècle après les émeutes, depuis 1656, les services sociaux français sont entre les mains de gens qui fonctionnent par cooptation, secret, et qui font ce qu'on ne peut pas savoir, ce qu'on peut soupçonner, avec les enfants qui leur sont confiés. Alors, bon, ça se sait de plus en plus, hein, que des enfants disparaissent, qu'on enlève des enfants à leurs parents, enfin bon, je vais vous en parler plus avant. Alors, quelques mots, alors je vais arrêter sur l'aspect historique de la chose, hein, je vous ai résumé, oui. Est-ce qu'on a des témoignages d'enfants qui sont passés par ces... Dans les témoignages, oui, les enfants racontent, oui, les enfants racontent, oui. Donc ils ne dévoilent pas la chose. Ah mais attendez, dans la marche rouge, les enfants, il n'y a pas eu le temps de les violer. Attendez, les enfants enlevés, ils ont été récupérés.
les témoignages d'enfants sur ce qui se passe à l'hôpital général, rien, c'est le tabou intégral. On ne sait pas ce que sont devenus ces enfants. Tous les enfants qui sont rentrés à l'hôpital général, qui sont ressortis, sont disparus. Ils sont sortis des registres. Donc on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On sait que des enfants rentrent, sortent et disparaissent, et que parallèlement, une caste qui refuse d'obéir à qui que ce soit fraye avec des gens qui glorifient le libertinage le plus... Enfin, le libertinage, c'est le crime. Hein. Le libertinage, c'est en principe entre adultes consentants, et là, c'est plus du tout entre adultes consentants. Vous avez un auteur qui s'appelait le Marquis d'Argence, qui a écrit, si vous voulez chercher ça sur Internet, le Marquis d'Argence a écrit une horreur qui s'appelle Thérèse Philosophe. Et dans Thérèse Philosophe, c'est l'homme de bien, on dit aujourd'hui un intellectuel, enfin l'homme de lettres, l'homme inspiré, l'homme au-dessus du panier, doit absolument, s'il veut rester un homme de bien, satisfaire ses pulsions avec ce qu'il trouve. Voilà. Alors, je vais laisser là pour le moment l'aspect historique des choses, enfin pas pour le moment, je vais laisser là l'aspect historique des choses, et nous allons faire un bond dans notre siècle abominable. Et je voudrais vous parler d'un monstre absolument abominable qui s'appelle les droits de l'enfant. J'ai eu au téléphone un bon catholique, il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, qui m'a dit « Marion, il faudrait venir parler chez nous, on voudrait défendre les droits de l'enfant. » Je lui ai dit « Pas sans moi. Les droits de l'enfant, c'est une abomination. » Je vais vous expliquer ce que c'est que les droits de l'enfant. Alors, a priori, si on entend dire droits de l'enfant, on dit « c'est bien ». Les droits de l'enfant, ça sonne joli. On parle du droit des parents, auxquels on rappelle qu'ils ont surtout des devoirs, mais à partir du droit des parents, on arrive au droit de l'enfant. Les enfants ont des droits, il faut respecter ces droits. Et savez-vous ce qui s'est fait il y a 1 an ou 2 maintenant, au nom des droits de l'enfant? Eh bien, on vient d'interdire la fessée. L'enfant a le droit de ne pas recevoir de fessée. Ça fait partie. Alors, qui est pour l'interdiction de la fessée? Qui est pour l'interdiction de la fessée? La loi anti-fessée a le soutien de Marlène Schiappa et Madame Agnès Buzyn. On en a entendu parler depuis. Cette loi anti-fessée a été largement défendue par le défenseur des droits, un certain Jacques Toubon, qui recommande l'inscription dans la loi de la prohibition des violences éducatives ordinaires. On ne dit pas on va interdire la fessée, on va interdire les violences éducatives ordinaires. Si on veut condamner la violence, on se fait bien voir. Les droits de l'enfant d'un côté, la violence ordinaire de l'autre, ça va passer. Et Jacques Toubon a dit « Le droit n'interdit toujours pas en France la fessée ». Il est temps que la France se mette franchement au goût du jour. Attendez, vous vous rendez compte, la France est un des derniers pays en Europe à ne pas encore avoir interdit la fessée. Et il se désole et il dénonce une jurisprudence qui admet un droit de correction. Vous vous rendez compte, la loi en France vous autorise à corriger vos gosses. Quelle horreur, mon Dieu. Avec la nouvelle loi, il n'en sera plus question. Alors, la France a pris un engagement en 1989 en signant la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est pas beau ça? Convention internationale des droits de l'enfant. Et tout le monde a signé. Tout le monde a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Et depuis, la France est exposée aux sanctions de l'ONU parce que elle refuse toujours de sanctionner la fessée, d'interdire la fessée. La loi d'interdiction de la fessée a été écrite par le MoDem et soutenue par Agnès Buzyn, alors je ne vous la présente plus. Et cette loi entend rompre avec l'appréciation parfois souple de la jurisprudence d'un droit de correction. C'est-à-dire qu'en fait, ce que cherche la loi, c'est pas d'interdire la fessée, c'est d'interdire tout châtiment corporel. Châtiment corporel, interdit. C'est ça. Et c'est les droits de l'enfant. L'enfant, il a le droit de ne pas subir de violence. Un éducateur spécialisé, dont je ne vais pas noter le nom ici, mais j'ai tout ça à la maison, dénonce les préjugés qui donnent aux adultes le droit de disposer du corps de l'enfant sous prétexte d'éducation. Bon. Donc quand vous voulez mettre une fessée à un sale gosse, vous vous servez du prétexte de l'éducation pour le maltraiter. Et ce que nous explique cet éducateur spécialisé, ce n'est pas une loi contre la fessée, mais une loi pour l'abolition des violences corporelles. C'est pas beau ça, on va abolir les violences corporelles. C'est bien, on est tous d'accord. Les violences corporelles, c'est affreux. Il ne s'agit pas de criminaliser la fessée, non, mais de repenser l'intégrité physique et morale de l'enfant en affirmant son droit à voir son corps respecté. Papa me touche pas, tu dois respecter mon corps.
C'est comme ça qu'ils l'écrivent. Hein. La domination adulte est le terreau fertile de toutes les autres formes de domination. C'est-à-dire que si vous avez été maltraité par papa quand vous étiez petit, vous allez devenir un maltraitant à votre tour, et vous allez devenir un homme violent qui va battre sa femme, etc. Bon, terroriste et tout. Tout découle de là. L'interdiction de la fessée va donc tout résoudre. Halte à la domination, égalité pour tous, ni Dieu ni maître. On y est. Tout ceci est totalement idéologique et repose sur une idéologie violemment anti-religieuse et anti-tradition. Cherchez pas autre chose. C'est exactement ça. Et le corollaire de toutes ces grandes démonstrations, c'est une ministre qui l'a dit, Laurence Rossignol, elle a dit « Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents ». Et elle l'a dit à l'Assemblée nationale. De vous à moi, personne n'appartient à personne. Appartenir, le mot me choque. Mais enfin, qui a la responsabilité des enfants? Ce sont bien les parents. Et ce qu'elle dit en disant « Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents », c'est non. Mais dans ce cas-là, ils appartiennent à qui, dites-moi? À l'État. L'État. Voilà. Donc, tous les arguments contre la fessée sont des arguments contre la violence, on ne peut pas être contre. Quand on dit, est-ce qu'on a le droit de battre un adulte? Non. Bah alors, pourquoi aurait-on le droit de battre un enfant? C'est horrible. Eh bien, la loi qui interdit la fessée a été votée le 30 novembre 2018, en plein déferlement des Gilets jaunes. Et j'aime autant vous dire que la presse, elle regardait ailleurs à ce moment-là. 30 novembre, il y a la marée jaune qui s'empare de la France. Et au milieu de la nuit, en première lecture, par 51 voix, je signale qu'il y a quand même 577 députés qui sont censés la nuit dormir et travailler le jour. Non, au milieu de la nuit, en première lecture, la loi a été votée par 51 voix contre et 51 voix pour, contre, une contre et 3 abstentions. Et les 570 autres, ils étaient où? Ils s'amusaient avec les enfants. Au milieu de la nuit. Il n'y a pas un député sur 10 qui s'est déplacé pour au moins discuter ce sujet. C'est monstrueux. Adopté en première lecture. Pas eu d'amendement. Seul Emmanuel Ménard a voté contre. Emmanuel Ménard, extrême droite. Tout ce qui est autorité, c'est extrême droite. Est-ce que l'autorité parentale, c'est une notion d'extrême droite? Il va falloir le comprendre. Et il a été dit, le but est d'inscrire dans le Code civil, à l'article lu lors des mariages, que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Violence psychologique. Non, je t'interdis. Violence psychologique. Papa, est-ce que je peux? Non. Violence psychologique. Vous n'avez plus le droit de commettre des violences ni physiques ni psychologiques contre vos enfants. Mais qui va définir la violence? C'est eux. Comment détermine-t-on la violence psychologique? La violence psychologique, c'est tout ce qui va s'opposer au désir ou au caprice d'un enfant. Alors, la nouvelle règle édictée, on nous a dit, la nouvelle loi, ne s'accompagnera pas de sanctions pénales. Alors, elle sert à quoi? À quoi ça sert d'interdire s'il n'y a pas de sanctions dans le cas où l'interdit n'est pas respecté? C'est juste qu'ils n'ont pas voulu faire sortir le truc tout de suite, mais c'est évident qu'un jour ou l'autre, on viendra voir chez vous si vous avez battu votre enfant, si vous lui avez mis une claque ou une pichenette ou tiré les oreilles, et c'est ça qui se prépare. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme ça qu'ils avancent toujours, c'est un petit coup, puis après un autre, puis un autre. Au début, le Pacs, c'était pas le mariage. Après le mariage, c'était pas la GPA, etc., etc. Hein? La France faisait partie des 6 derniers pays de l'Union européenne, aux côtés de la Belgique, l'Italie, la République tchèque et le Royaume-Uni, à ne pas avoir interdit ce type de pratique. Eh bien, elle devient le 55e pays à interdire la fessée sur les enfants. Alors, comment va-t-on appliquer la nouvelle loi? Alors, sauf à mettre un policier dans chaque foyer, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre la dénonciation des enfants. Et croyez bien que, alors, à l'école, tu sais que si ton papa, gna gna, gna gna, tu peux venir nous le dire. Attendez. Ils les ont depuis le matin jusqu'au soir, les gosses. Et maintenant, à partir de 3 ans. Donc, ils ont sur eux une influence, gigantesque. Donc, les enfants pourront dénoncer les parents.
Il peut y avoir de l'indiscrétion, simplement. Les enfants disent, ah, mon père, il m'a donné une tarte hier. Hop, faut pas dire ça devant quelqu'un qui va le répéter à quelqu'un d'autre. Ou des amis. Ou la dénonciation d'un des deux parents en cas de conflit. Courant, ça. Ou un soupçon des voisins. Alors, incidemment, vous avez entendu parler de Karl Zéro. Vous savez qu'il fait circuler une pétition en ce moment, Karl Zéro, pour lutter contre la pédocriminalité. Et bien, dans sa pétition, il demande un droit d'ingérence des voisins en cas de soupçon, etc., etc. Alors, il dit pas pour la fessée, il dit en cas de maltraitance, mais puisqu'à partir de maintenant, la maltraitance, la fessée est devenue une maltraitance, vous imaginez? La délation pour tous. Donc, c'est le droit de l'enfant de dénoncer ses parents. Eh bien, ça a une conséquence, c'est la fin de l'autorité parentale. Et s'il y a une chose au monde qui vous permet de protéger vos enfants, c'est votre autorité sur eux. L'interdiction de la violence psychologique exclut également la punition. Tout sera question d'appréciation, d'interprétation. Et tout va se négocier. Bienvenue dans un monde de chantage affectif et de l'enfant roi. Vous n'avez plus le droit de punir et vous n'avez plus le droit d'envoyer une claque. Comment allez-vous vous faire obéir? Vous ne vous ferez plus obéir. Et si vous voulez obtenir quelque chose de vos enfants, ça va être par la négociation. Bienvenue dans un monde de fous. L'enfant roi, c'est le parent faible et terrorisé. Le parent terrorisé. Heureusement, on a l'exemple suédois. Alors les Suédois, ils sont tout mieux que nous. Les Suédois, c'est un grand pays. Alors incidemment, je dis rien contre la Suède, parce que c'est les seuls à ne pas avoir confiné, et c'est ceux qui ont le moins de malades. Enfin bon. En l'occurrence, ils ont été les premiers à interdire la fessée. Alors, la fessée a été interdite en Suède en 1979. Eh bien, j'ai lu vraiment des articles, j'ai vu ça, c'est un pays de cocagne, la Suède, c'est extraordinaire parce que la disparition de la fessée a rimé avec le recul de la violence. C'est formidable. On ne bat plus les enfants, donc il n'y a plus de violence. Moins on bat les enfants, moins il y a de la violence. Plus vous battez vos enfants, plus les... Vous savez, les terroristes, tout ça, c'est des gens qui ont aussi des grandes calottes de leur père, c'est bien connu. Donc, des articles vous disent, on ferme les prisons en Suède tellement il n'y a plus de délinquance. C'est le paradis. Grâce à l'interdiction de la fessée, la Suède est devenue le paradis. Alors, je vais vous dire maintenant l'horreur que c'est la Suède. Et je vous dirai pas tout, parce que je pourrais faire, avec ce qui se passe en Suède, j'aurais de quoi tenir une conférence toute seule. Bon, je vais essayer de faire court. Des milliers d'enfants en Suède sont enlevés contre leur gré à leur famille et placés dans des foyers où un certain nombre sont battus et subissent des abus sexuels. La Suède est le pays où on vous enlève vos enfants pour les placer dans des foyers ou dans des familles d'accueil sans que vous ayez le droit de rien dire. Les familles d'accueil s'enrichissent de cette manière. Et dans les familles d'accueil, on a fait venir un tas de gens qui arrivent des pays du Maghreb ou des pays du Moyen-Orient, qui n'ont rien à faire en Suède. Je suis allé en Suède il y a quelques années. Un Suédois de mes connaissances m'a dit, mais attends, vous avez eu des rapports avec les Arabes, nous non. Qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Qu'est-ce qu'ils font là? On leur donne à s'occuper des enfants qu'on a enlevés aux parents suédois. Vous imaginez? Ça leur fait des sous, famille d'accueil. Alors je dis pas que c'est pour faire fortune, mais ça paye. Vous voyez, ça paye. Ça peut faire vivre une famille, d'être famille d'accueil. C'est un travail rémunéré. Un travail qu'on donne, non pas à d'autres Suédois, mais à des migrants. Alors, à l'origine de la loi, cette loi a été votée contre l'assentiment du peuple. C'est-à-dire que la loi d'interdiction de la fessée, elle est tombée du ciel et boum. Il n'y a pas eu de débat, il n'y avait pas de demande de la population. C'est un truc qui est arrivé ex nihilo, nous on sait bien d'où ça vient, mais c'est une loi qui est arrivée, qui a été imposée aux Suédois sans que le débat ait lieu et sans qu'une demande de la population, une demande émane de la population. Et il y avait à l'origine très peu de maltraitance dans les familles. C'est-à-dire que la Suède n'était pas un pays exemplaire, contre-exemplaire pour des violences familiales. Au contraire. La Suède est un pays très tranquille. Il n'y avait pas de scandale régulier, encore un enfant maltraité. Non. Donc il n'y avait pas de demande pour l'interdiction de la fessée, il n'y avait pas de problème de maltraitance dans les familles, et brusquement on a interdit la fessée. C'est du dogmatisme pur. Il y a des gens qui ont dit que c'était bien et ils ont fait passer ça, et il faut quand même reconnaître que les lois sont faites par des gens qui ont le petit doigt sur la couture du pantalon. Ils ne doivent pas réfléchir beaucoup avant de voter les lois. Il va falloir un jour qu'on vienne à bout de ça. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est quand même, ça va de mal en pis. Donc aujourd'hui,
Les services sociaux imposent une dictature totalement arbitraire contre les familles. C'est une dictature. On enlève des enfants sur une broutille. Par exemple, si une famille semble rechigner à des standards imposés par l'État, ils sont en danger, s'ils l'expriment, qu'on vienne chercher leurs enfants chez eux. Et ils ne se privent pas de le faire. Les parents à qui on a enlevé leurs enfants ont le droit de prendre un avocat, mais pas de le choisir. On leur impose un avocat sur une liste. Chaque année, entre 15 et 20 000 enfants résidant en Suède sont enlevés à leurs parents naturels pour être confiés à des institutions ou à des familles d'accueil. 15, 20 000, vous voyez le petit pays que c'est la Suède. C'est la délation organisée par l'école et l'infirmière, où des intervenants extérieurs viennent faire parler les gosses pour leur bien. Venez les enfants, venez, il y a une dame qui va venir, elle va vous parler. Alors on fait venir les enfants, on les met autour d'une table, chacun sa petite chaise, un petit... Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? On les fait parler de ce qui se passe à la maison. Une petite fille, j'ai vu le cas rapporté, dans la cour de récréation. Maman, hier, elle m'a dit, si je continuais, elle allait mettre une claque. Et bien la petite fille, elle a couché le soir même dans un foyer. Et l'histoire ne dit pas si elle a revu ses parents. La chose a été entendue par la surveillante de la classe, qui l'a dit à la directrice, qui est allée chercher la police, qui est allée chercher les services sociaux. Et là, la gosse, elle a pu coucher chez elle. Et on envoie les services sociaux dans les écoles faire parler les parents. Vous imaginez la dictature que c'est la Suède? C'est ça qu'on nous prépare. C'est ça qu'on nous prépare. Ah, ben ça, et puis c'est tout, comme dirait l'autre, oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Et vous savez ce qu'il en est du recul de la violence? Parce que vous savez, maintenant qu'on n'a plus le droit de donner un fessé, il y a un recul de la violence. C'est exactement l'inverse. Vous savez pourquoi les prisons sont vides? C'est parce qu'on ne veut plus les remplir. De toute façon, ça déborde. Ça déborde. Les violences explosent partout en Suède dans des proportions qu'on ne connaissait pas. On déploie l'armée pour contenir la violence des gangs. C'est-à-dire que la violence en Suède, elle n'a jamais été pire que maintenant. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse. Vous savez, mentir. Ça passe. Encore qu'on est quand même dans une période en ce moment de grande révélation de la vérité. Vous savez, j'ai une image. La vérité, c'est comme l'eau. L'eau, elle est contenue dans une. Il faut qu'il n'y ait aucun trou dans la citerne si vous voulez que l'eau reste. Si vous avez un tout petit trou d'une tête d'épingle sous la citerne, à un moment donné ou à un autre, la citerne sera vidée. L'eau, c'est comme la vérité c'est comme l'eau. Ça s'échappe par tous les interstices possibles. Et en ce moment, c'est vraiment c'est la marée. C'est la marée. Tout est en train de sortir. Et notamment sur ce qui se passe en Suède. Eh bien, les parents suédois vivent dans la terreur. Bientôt chez nous. Et cette terreur est appliquée au nom des droits de l'enfant. Le droit à échapper à la violence ordinaire, le droit, etc. En Allemagne, rien qu'en 2012, on a 2929 enfants retirés à leurs parents. Les placements des enfants enlevés est une affaire en or qui rapporte des milliers et des cents à quantité de gens. Pareil à l'hôpital général. L'hôpital général touchait des subsides du roi pour chaque personne qui entrait à l'hôpital. Il y avait une espèce de prix de journée qui était payé par le roi. Eh bien, en Allemagne, tous les enfants retirés apportent de l'argent soit à des institutions, soit à des familles. Comme je vous ai dit que c'était le cas pour la Suède. Alors attendez, je vais vous dire une horreur. 400 enfants, plus de 400 enfants sont retirés par jour en Allemagne à leurs parents, dans la violence, par la police et le Jugendamt, le service de la jeunesse. 400 par jour. Personne n'envisage, même en rêve, de donner la fessée à son gosse en Allemagne. Et moi, j'ai suivi en son temps, quand je me suis intéressé, dès que j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation sexuelle à l'école, un père de famille a été mis en prison pour avoir accepté de garder sa fille à la maison parce que sa petite fille refusait de retourner au cours d'éducation sexuelle. Le père a fait de la prison. En Angleterre. L'Angleterre, c'est le bout de l'enfer. C'est le bout de l'enfer. Alors j'ai fait une conférence qui s'appelle La reine, l'OMS et les enfants, que je vous recommande. Tout ça, c'est sur ma chaîne YouTube.
Les droits de l'enfant sont sous la protection des pouvoirs publics depuis le Children Act de 1989, l'année de la Charte des droits de l'enfant. La loi qui s'appelle Children Act a été votée en Angleterre, la Charte des droits de l'enfant. Donc, c'est une grande et belle chose, l'Angleterre est à la pointe. À la pointe de quoi? Alors, je pourrais vous faire, pareil, une conférence d'1 heure sur ce qui se passe en Angleterre et même au-delà. Je vais faire court. Il y a en Angleterre un trafic d'adoption. Pourquoi fait-on un trafic d'adoption? Figurez-vous que la libération sexuelle, je vais mettre des guillemets, donc la révolution sexuelle, on va appeler ça plutôt comme ça, qui date des années 60, la révolution sexuelle et la fin de la mise au pilori des filles mères a fait que on ne trouve plus d'enfants adoptables. Il n'y a plus d'enfants adoptés. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Pour les gens qui veulent adopter, c'est mauvais. Donc il va falloir trouver autre chose. Vous me suivez? La psychiatrie est venue au secours des personnes en mal d'enfants. Figurez-vous qu'il y a un psychiatre, son nom m'échappe, je ne l'ai pas noté, un psychiatre. Non, sinon je vais vous en parler plus loin. Voilà. Un certain... Non, alors, attendez, excusez-moi, je reviens en arrière. La psychiatrie est venue au secours des personnes en mal d'enfants et des psys déclarent de plus en plus de parents inaptes à élever leurs enfants. C'est-à-dire que ça n'est pas que vous avez battu votre enfant ou ceci ou cela, mais un psychiatre a dit « Oh, mais attendez, cet enfant-là, il a des problèmes, on peut voir les parents, ah bah oui, les parents ont des problèmes, tac !» Et on enlève l'enfant, qui va devenir adoptable. Un expert, un certain Roy Meadow, a découvert, et moi j'avais vu en son temps une émission à la télévision là-dessus, une épouvantable maladie qui s'appelle le syndrome de Munchausen par procuration. Savez-vous ce que c'est que le syndrome de Munchausen par procuration? Eh bien, c'est un syndrome qui touche des mères qui maltraitent leur enfant pour qu'on s'occupe d'elle. Vous voyez, une pauvre fille, quoi, elle cogne son gosse pour que après on la prenne en pitié. Enfin, et le gars, il a trouvé ça tout seul. Il s'appelle Roy Meadow. Eh bien, grâce à cette découverte scientifique, c'est scientifique, hein, c'est un expert, on les connaît les experts, là, maintenant on les voit à l'œuvre. Eh bien, pendant 10 ans, des centaines de mères ont été emprisonnées et leurs enfants placés jusqu'à ce que des découvertes donnent des explications médicales à la mort subite de leur nourrisson. C'est-à-dire qu'on a inventé une maladie pour culpabiliser des mères dont les enfants... Alors, il n'y avait pas que la mort subite du nourrisson, vous aviez des enfants, par exemple, qui se faisaient des bleus. Eh bien, dès qu'un enfant avait un bleu, on disait que la mère souffrait d'un syndrome de Munchausen par procuration, et on la mettait en prison, et on enlevait le gosse. Depuis Tony Blair, la protection de l'enfance est devenue un secteur économique florissant, avec prime de rendement selon le nombre d'enfants placés. C'est du business. L'adoption, c'est du business. Et c'est un pactole avec la misère montante. Vous imaginez? Si vous n'avez pas les moyens d'élever vos enfants et qu'on vient vous les enlever, plus il y a de pauvres, plus il y a d'enfants, plus il y a d'enfants, plus il y a d'adoptants, plus il y a d'adoptions, plus le business marche. Parce que ça se paye tout ça. Ne croyez pas que ça se fasse gratuitement. Des agences d'adoption et de familles d'accueil poussent comme des champignons. Vous voulez adopter? Poussez la porte. Entrez, c'est ici. Vous voulez une fille ou un garçon? Vous êtes en couple? Vous êtes célibataire? Ne vous inquiétez pas. Vous êtes gay? Lesbienne? Bi? Trans? Pas de problème. On veut juste le savoir. Aucun souci. Attendez, vous signez là, on va trouver quelque chose. 2 hommes, 2 femmes. Pas de problème. Vous fumez pas, hein? Ah non. Ah non. Pas de fumeur. C'est non. En 2013, les statistiques indiquent 3 à 4 000 adoptions par mois, selon ces critères-là. Et la majorité ont lieu avec, alors là, écoutez bien, dispense du consentement parental. C'est-à-dire, ce sont des enfants enlevés à leurs parents. Vous subissez de la violence domestique? Vous avez une difficulté à boucler les fins de mois? Vous avez un problème de logement, par exemple, logement insalubre ou trop petit. Vous avez une dépression due au chômage ou parce que votre conjoint vous a quitté? Votre compte est bon. Vous ne pouvez plus apporter à vos enfants le confort auquel ils ont droit, les droits de l'enfant.
Mais on va s'en occuper. On va s'en occuper. On va vous l'enlever. On va le placer ailleurs. Par exemple, on va le placer chez Tom et Eric. Ou bien chez Martine et Sandra. De toute façon, ça ne vous regarde plus. Ah ben vous savez, Tom et Eric, ils ont les moyens. Hein. Puis Martine et Sandra, elles sont gentilles. Hein. Vous n'avez plus rien à dire. Votre enfant n'est plus à vous. C'est terminé. C'est terminé. Pour aider les services sociaux, on fait appel à la délation des voisins, des médecins, des écoles, des membres de la famille ayant des comptes à régler. Vous avez remarqué que le ménage n'est pas fait chez la voisine? Ils ont hurlé hier soir. Les gosses, ils n'ont rien reçu à Noël. Hein. Il n'y avait pas un sou, il n'y avait pas un joujou. Vous avez vu les cernes qu'elle a, la maman, sous les yeux? Eh bien, votre compte est bon, l'enfant est maltraité. On va vous l'enlever, on va s'en occuper. La liste des maladies mentales qui vous valent le retrait de vos enfants en vue d'une adoption s'allonge. Parce que bien évidemment, si vous avez une maladie mentale, on vous retire vos enfants. Et vous savez quel est le dernier trouble mental qu'on a découvert pour enlever les enfants? Eh bien, c'est le refus de collaborer avec les services sociaux. Vous exprimez de la colère, votre indignation, votre révolte, mais arrêtez de crier, vous voyez bien que vous êtes malade, mais vous vous rendez compte? Vous avez vu comment vous êtes là? On va vous enlever votre enfant. Vous imaginez la terreur dans laquelle vivent les parents anglais? Eh bien, pour vous aider, on va vous gaver de psychotropes, alors ça y va. Hein. Et puis on vous inscrira dans un groupe de gestion de la colère. Avec un psy au milieu, ou une psy. Et alors ça vous fait quoi là? Oui, allez-y, racontez-nous. Ça ne vous rendra pas vos enfants. De plus en plus, à chaque grossesse déclarée dans un foyer pauvre, le retrait de l'enfant pour prévenir une maltraitance à venir se développe. C'est-à-dire qu'une femme pauvre, quand elle arrive à la clinique, elle n'est pas sûre de rentrer, elle n'est pas sûre de ressortir avec son bébé. Uniquement parce qu'elle est pauvre. Uniquement. Les services sociaux sont présents dans les salles d'accouchement et retirent le nouveau-né du sein de sa mère dont on soignera les symptômes par des antidépresseurs. Excusez-moi, j'ai des palpitations quand je raconte ça. La chose est devenue si courante que des jeunes Anglaises enceintes viennent accoucher en France. Alors, il y a un documentaire qui s'appelle « Les enfants volés d'Angleterre », qui date de 2016. Vous pourrez voir ça. Alors, cette partie de la conférence, ça fait partie des choses que vous trouvez sur mon site, et en général, je donne les références. Hein. Si vous voulez retrouver les films dont je parle, les téléfilms, tant qu'ils circulent encore, parce que on ne sait pas ce que ça va devenir. La liste des exactions des services sociaux anglais impliqués dans l'industrie de l'adoption pour tous est devenue insoutenable. Les familles sont brisées, les enfants sont détruits, coupés de leurs racines, envoyés dans des institutions qui les maltraitent et qui couvrent d'abominables trafics sexuels. Est-ce que vous avez entendu parler de ce trafic d'indo-pakistanais? Eh bien, ce sont les services sociaux qui ont couvert. Ils n'ont même pas été condamnés. Non. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et l'exploitation sexuelle des enfants, elle est derrière, vous avez compris. Il n'y a plus personne pour protéger ces enfants. Si vous vous posez la question où les pédocriminels trouvent-ils leurs victimes, ben je vous parle. Vous comprenez tout seul, vous n'avez pas besoin que je vous fasse un dessin. À l'heure actuelle, l'autorité parentale a perdu tout son sens en Angleterre. Au nom du droit de l'enfant, des associations peuvent recruter des adoptants par voie de publicité et lâcher dans des maternités des travailleurs sociaux sadiques qui fourniront la marchandise. Vous voulez adopter, venez voir notre agence, machin, ils font des spots publicitaires, venez adopter. Au nom de la lutte contre le coronavirus, l'OMS a déclaré en 2020, c'est au mois d'août dernier, qu'il sera désormais licite de venir procéder à des enlèvements dans les familles pour des raisons sanitaires. Et c'est quand j'ai appris ça que j'ai fait cette vidéo. Alerte, péril en la demeure. À cause du coronavirus, on va venir pouvoir séparer les familles. Et puis aller chercher les gosses après. Aller les rechercher. Mais tout va bien, la fessée est interdite en Angleterre. Hein, on est d'accord. On est d'accord. Alors maintenant, pendant qu'on interdit aux parents d'interdire, qu'est-ce que le gouvernement autorise? Eh bien écoutez, ça porte un nom. Ça s'appelle le sexe. Et ça, c'est bon pour tout le monde.
c'est la dernière grande trouvaille, c'est pas une dernière d'ailleurs, ça date du rapport Kinsey, 1948, la sexualité des hommes, et 1952, la sexualité des femmes. Deux rapports qui ont bouleversé le monde. Deux rapports qui ont bouleversé le monde et qui ont déclenché ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Et qu'il faut appeler comme ça, c'est la libération sexuelle, parce que c'est dans ces proportions d'aliénation, le mot liberté est quand même malvenu. Figurez-vous qu'en 2017, la ministre de la Culture, qui s'appelait à l'époque Madame Audrey Azoulay, a signé un décret autorisant l'accès aux mineurs aux scènes de sexe non simulées dans les salles de cinéma. Elle a signé un décret pour dire que avant les jeunes, ils n'avaient pas le droit d'aller voir des scènes de sexe explicites au cinéma. Maintenant, on va leur donner le droit. Et elle a signé. Suite à un rapport remis par la commission de classification des œuvres cinématographiques intitulé « La classification des œuvres cinématographiques relatives aux mineurs de 16 à 18 ans ». On y apprend que l'interdiction des scènes de sexe pour les mineurs de 16 à 18 ans n'est pas justifiée aujourd'hui pour des raisons de changement de mœurs et de mentalité. C'est-à-dire que comme le sexe est partout, c'est plus la peine de l'interdire, donc il n'y a qu'à l'autoriser. Vous suivez la logique ? La fessée, tout le monde le fait, il faut l'interdire. Le sexe, tout le monde le fait, il faut l'autoriser. Ça va toujours dans le même sens. On apprend que l'interdiction des scènes de sexe pour les mineurs de 16 à 18 ans, ce décret a été attaqué devant le Conseil d'État, qui n'a rien trouvé à redire. Oh non, c'est bon. Maintenant, les enfants peuvent aller regarder des scènes de sexe. C'est de plus en plus violent. Alors moi, je suis pas amateur. Mais quand j'étais jeune, j'ai vu des trucs comme ça. Je vous garantis. Et ce que j'en ai lu des rapports que j'étudie, c'est de moins en moins du sexe et de plus en plus de la mort. C'est de plus en plus violent. Ce sont des coups et des atrocités. Donc si la fessée est dans les mœurs, on change les mœurs pour interdire la fessée, mais si le sexe est dans les mœurs, on autorise le sexe puisqu'il est dans les mœurs. S'il n'y a pas un plan, je veux bien. Il paraît que je suis complotiste, là, je revendique, il y a un complot. La même Audrey Azoulay a publié en 2018 une version nouvelle des préconisations de l'UNESCO en matière d'éducation à la sexualité. Pourquoi ne dit-on plus éducation sexuelle ? Parce que éducation sexuelle, c'est éducation à la reproduction sexuée. On ne parle pas de reproduction là, on parle de sexualité, c'est-à-dire d'activité sexuelle. Et ce rapport définit l'agenda à l'horizon de 2030 en matière d'éducation, de santé, de bien-être et d'égalité des genres. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite Valo Belkacem qui dit « La théorie des genres, elle n'existe pas ». Elle n'existe tellement pas qu'elle est dans tous les programmes de l'UNESCO, de l'OMS, etc., etc. Et j'ai une amie qui a une adolescente au collège qui m'a dit que sa gamine a fait une rédaction sur « Imagine que tu es un garçon, qu'est-ce qui se passe ?» C'est-à-dire qu'en fait, on les force, quoi. On les force. Et moi, j'ai rencontré des parents qui m'ont dit, absolument affolés, ma fille est arrivée de l'école, elle m'a dit « Papa, je veux être un garçon. » Et j'ai dit « Ma mère chérie, c'est non. » Et alors, ce que nous dit Madame Audrey Azoulay dans sa préconisation sa version des préconisations de l'UNESCO, elle dit « On nous apprend que de plus en plus de jeunes ont réclamé leur droit à une éducation à la sexualité. » Alors ça, c'est formidable. L'éducation, c'est quoi ? Tu veux quoi qu'on fasse à l'école ? Bon, alors on va en faire. Excusez-moi, j'ai été grossière, j'ai pas pu m'empêcher. Attendez, l'éducation, c'est pas répondre aux demandes des jeunes. C'est leur mettre des cadres, leur mettre des limites, et leur donner du savoir. Non, maintenant, c'est répondre à leurs demandes. Et les jeunes, ils réclament du sexe. Si. D'abord, où ça, quand ça ? Alors, les études un peu honnêtes qui sont faites prouvent que c'est non, c'est l'inverse. Les jeunes sont extrêmement gênés de parler sexe à l'école. Ils n'aiment pas ça. Je ne dis pas qu'ils n'aiment pas le faire, mais ils n'aiment pas en parler avec des adultes. Et ça, je l'ai reçu de beaucoup de sources différentes. Donc ça n'est pas une demande des jeunes qu'on leur parle de sexe à l'école. Ça les gêne. Ils ne veulent pas. Il y en a qui se font porter pâle pour pas y assister. En plus de quoi, c'est quoi l'éducation à la sexualité, sinon l'enseignement des pratiques sexuelles ? Sinon c'est quoi ? Éducation à la sexualité.
La sexualité, c'est bien l'activité sexuelle. Je reprends le texte de validé par Madame Azoulay. Trop de jeunes reçoivent une éducation incomplète et fondée sur des jugements de valeur. Si on se met à faire intervenir des jugements de valeur quand on parle de sexe, c'est le bout du monde. C'est la fin du monde. Vous vous rendez compte ? Le sexe doit être fait sans jugement de valeur, c'est-à-dire sans morale. À l'école. On vous parle de l'école, là. On vous parle de l'école. Et vous savez à partir de quelle classe ? Votre avis ? La maternelle. La maternelle. La maternelle, exactement. Donc, on va enseigner à des gosses, on va leur enseigner des pratiques hors de toute morale. La morale est jugée importune en matière d'éducation à la sexualité. Mais c'est dit, c'est marqué en toutes lettres. Alors, qu'est-ce que c'est que... Alors, cette nouvelle version se fondera sur les dernières preuves scientifiques. Voilà, alors maintenant, le sexe, c'est de la science. Alors, en 2 mots, c'est quoi la science du sexe ? La science du sexe qu'on appelle la sexologie. Le pape de la sexologie, c'est Alfred Kinsey. C'est le pape, c'est pas le premier. Hein. Il y en a eu avant, il y a eu dans les années 20 en Allemagne. Il y a eu tout un mouvement de licence sexuelle absolument fou. Il y a eu des premiers sexologues et ça s'est arrêté avec le nazisme et ça s'est déménagé aux États-Unis. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils se sont dit les Américains sont beaucoup trop pudiques et beaucoup trop attachés aux valeurs de la famille. Ça ne passera pas comme c'est passé en Allemagne de l'après-guerre de 14. Donc on a cherché une solution scientifique. Donc on est allé chercher un scientifique. Il était entomologiste, spécialiste des guêpes. Alors vous voyez pas le rapport, hein. Ben, il y en avait pas, mais il avait une chaire à l'université, donc il était universitaire. Et on lui a dit, cher monsieur, vous allez nous inventer un super truc qui va être la libération sexuelle, la science du sexe. Et Alfred Kinsey, alors pareil, je pourrais vous faire tout un truc sur Alfred Kinsey. Je vais être obligé d'être brève. C'était un maniaque sexuel, pédéraste, escroc financé par la Fondation Rockefeller et la CIA pour renverser les valeurs mondiales. Et il a réussi. Rockefeller, alors la Fondation Rockefeller et la CIA. Alors, à cet égard, ma dernière vidéo, mon avant-dernière vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, c'est une vidéo qui dure 40 minutes dans laquelle je vous raconte la collusion entre Kinsey, Rockefeller et la CIA. Accrochez-vous. Ça va tanguer. Donc, il est le père de la révolution sexuelle mondiale. Qu'est-ce que dit Alfred Kinsey ? Comment a-t-il fait pour renverser la morale mondiale ? Il fait état de faits qu'il considère comme courants et généraux et il les assène au public. Qui dit, mais non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Mais non, c'est pas possible. Mais vous êtes ringard, comment ? Vous trompez pas votre femme. Mais vous savez pas avorter. Mais tout le monde le fait. Vous n'êtes pas homosexuel. Écoutez, il y a un homme sur 10 qui a essayé. Vous n'avez pas essayé. Allez. Et à force et alors, on raconte des trucs comme ça qui sont faux, et on les avec un relais médiatique gigantesque, qui fait que la norme change et que celui qui n'est pas dans la norme se sent exclu. Et en une génération, ça passe. Judith Reisman, que je connais bien, hein, c'est elle qui a découvert tout ça, c'est une américaine merveilleuse. C'est elle qui a découvert toute l'escroquerie Kinsey. Elle dit que l'Amérique qu'elle a connue étant jeune était une Amérique pudique, heureuse, de famille unie, où les parents s'aimaient, les enfants respectaient elle garde un souvenir d'une Amérique saine. Et Kinsey est arrivé pour tout briser. À l'heure actuelle, c'est abominable. Et tout ça, ça a été fondé sur des mensonges. Pourquoi ? Parce que quand Kinsey dit, il a lâché des inspecteurs et des enquêteurs absolument partout, et il a dit, il interviewe les gens, il interviewe, et puis après il fait des statistiques, et puis après il fait des tableaux et tout, et il dit par exemple, 1 homme sur 10 a eu une expérience homosexuelle. Mais il est scientifique, il a une chaire à l'université de Bloomington, c'est pas n'importe qui. Vous savez qu'il est allé interviewer ? Il a fait ses interviews pendant la guerre. Ils étaient où, les hommes, pendant la guerre ? Il n'y avait plus d'hommes. Hein, ils étaient tous en Europe. Mais il est allé les chercher dans les prisons. Alors, l'homosexualité dans les prisons, excusez-moi, mais c'est quand même pas la norme. Et pour expliquer que toutes les femmes, 3 femmes sur 4 trompaient leur mari, il est allé interviewer des prostituées.
Ben oui, il est prostituées qui sont fidèles à leur macro et d'autres moins. Et c'est ça, attendez, quand Kinsey a sorti ses rapports, toute la presse mondiale a présenté ça comme des recherches scientifiques. Et il y a des gens qui sont allés chercher, ils ont reçu des menaces de mort, c'est effroyable. Il y a un complot gigantesque pour renverser les valeurs et faire passer le sexe pour tous, dans toutes les circonstances. Et on voit au bout du compte pour atteindre les enfants. Parce qu'au bout du compte, c'est ça la résultante. Et sachez que Kinsey est un monsieur dont un des rapports, ça c'est dans le rapport sur la sexualité des hommes, il prétend que les enfants ont des désirs et des activités sexuelles dès la naissance. Il dit ça en anglais, « Children are sexual from birth ». Les enfants sont sexuels, et pas sexués, parce que ça c'est dès le premier, hein. C'est avant la naissance, mais les enfants sont sexuels dès la naissance. Et Alfred Kinsey a fait tout un rapport pour expliquer que dès le berceau, les enfants sont susceptibles d'avoir des orgasmes. Alors, il est incontestable. Et ça, Judith Reisman a fait toutes les recherches. Elle a écrit 2 bouquins. Elle a écrit plein de bouquins, mais il y en a 2 qui sont disponibles en français, d'une part. D'autre part... Pardon ? Bon. Judith Reisman a fait également récemment un texte d'une 100aine de pages que j'ai mis en lien sur mon site et qui est relayé par le site Strategica. Avec les fonds de la Fondation Rockefeller et avec la couverture de la CIA, Kinsey a violé et torturé des milliers d'enfants pour ses statistiques. Et quand les enfants hurlaient, s'évanouissaient, faisaient des convulsions, il les marquait orgasme, orgasme, orgasme. Et c'est ça qui sert de justification à l'éducation sexuelle de l'UNESCO, de l'Organisation mondiale de la santé et de l'éducation nationale en France. Il n'y a pas d'autre source à la justification de l'éducation sexuelle à l'école que Kinsey qui dit les enfants sont sexuels dès la naissance. Et il l'a attesté en violant et en torturant, pas lui-même. Il a fait violer et torturer des centaines de gosses par un pédophile notoire qui s'appelait Rex King, qui l'a recruté. Tout ça, on le sait par Judith Reisman, que je salue. Toute la science, Reisman, toute la science du sexe, c'est Kinsey. La sexologie est une imposture. Il n'y a pas de science du sexe. Le sexe ne peut être objet de science. La reproduction sexuée, oui, on est d'accord, mais il y a ce qu'il faut. Donc tout ce qu'on est en train d'asséner aux gosses, et vous savez que maintenant c'est à partir de 3 ans, l'école obligatoire, ça provient des fraudes de Kinsey, derrière lesquelles on trouve la CIA et Rockefeller. L'éducation à la sexualité est justifiée par la nécessité, disent-ils, de protéger les jeunes contre les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces et la violence sexuelle. Eh bien, on va donner 1 ou 2 conseils à ces gens-là. Pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces et la violence sexuelle, on pourrait commencer à recommander aux enfants de jouer à des jeux de leur âge. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on bourre de propagande sexualiste les enfants, et ensuite on dit, il faut approfondir. Attendez, moi de mon temps, et du vôtre aussi, on ne jouait pas à ça à l'école. La violence, elle est justement contenue dans la pornographie. Toute exposition à de la pornographie est une exposition à la violence. Donc, il n'y a pas à parler de sexe aux gosses, on les sort, c'est impératif. Et maintenant, c'est l'école qui s'en charge. Et les enfants ont de plus en plus accès à de la pornographie qui est de plus en plus violente. Moi, je sais que les gosses sont visés par ça, parce qu'un jour, maintenant je sais faire. Un jour, en ouvrant mon téléphone, j'ai appuyé sur un truc, et voilà, j'ai des images porno qui sont arrivées, donc j'ai su faire. Mais attendez, un gosse, il va savoir l'enlever ? Il va savoir l'enlever ? Il paraît que celui qui a inventé le téléphone portable, il ne veut pas que ses enfants en aient, je ne sais plus qui c'est. En plus de ça, comment combattre la sexualisation des enfants par la sexualisation ? Attendez, l'éducation sexuelle est justifiée par la nécessité de protéger les jeunes ? Non.
On ne protège pas les enfants de la sexualisation en les sexualisant. L'école n'a pas à parler de ça. Incidemment, je vous suggère, je vous annonce le prochain grand débat pour tous nous enfumer, ça va être le débat sur l'inceste. Maintenant, on va parler de l'inceste aux enfants à l'école. Vous vous rendez compte? Bref. Alors, toujours dans le programme, on va dénoncer l'inégalité des sexes. Moi, j'aime bien l'inégalité des sexes. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est l'inégalité des sexes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un dogme. On va promouvoir l'égalité. Ben non. 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 Moi, quand il s'agit de soulever la brouette pleine de bois, j'aime bien que monsieur le fasse. Vous, je ne sais pas. Ben, je fais autre chose. Je fais autre chose. Non? Ben, je ne sais pas. Moi, j'aime bien l'inégalité. Mais on n'a plus le droit. On n'a plus le droit. Personne n'a jamais réclamé l'égalité. Est-ce que vous avez déjà vu un mouvement social? Moi, j'ai vu quand même plein de mouvements sociaux dans ma vie. Je suis une ancienne gauchiste, alors j'en ai vu. Est-ce que vous avez déjà vu des gens manifester pour avoir l'égalité de quelque chose? Jamais. C'est un truc qui vient d'en haut. C'est un truc qui vient complètement d'en haut. Personne n'a jamais réclamé ça. De même que la Suède n'a jamais réclamé l'abolition de la fessée, personne en France n'a jamais réclamé l'égalité de quoi que ce soit. C'est un dogme. Il faut absolument être égal, égal, égal. Alors, le texte redit que l'éducation à la sexualité doit commencer avant que les jeunes soient sexuellement actifs. Alors pourquoi? Alors quand vous avez ce genre de questions, vous posez la question pourquoi? Eh bien la seule réponse c'est parce que. Pourquoi? Parce que. C'est comme ça. Ça fait partie du dogme. Donc les enfants, ils ont 6 ans, ils n'ont jamais... Eh bien, on va leur montrer. On va leur montrer. Or, parler sexualité à des enfants, c'est puni par la loi. Ça s'appelle l'attentat à la pudeur. Hein? Donc maintenant, l'attentat à la pudeur va être obligatoire. Je crois qu'il reste des lois en France. Hein. Et puis la corruption de mineurs aussi. Il y a 2 trucs, l'attentat à la pudeur, enfin bon, je connais pas, je suis pas juriste, hein, mais enfin bon, on comprend à peu près. Donc, ce que la loi appelle l'attentat à la pudeur et la corruption de mineurs va devenir obligatoire à l'école. Obligatoire à l'école. Le texte justifie encore l'éducation à la sexualité par la dénonciation des mariages d'enfants. Attends, on est en France là. On est en France là. Où est-ce que les enfants se marient? Attendez, historiquement, en France, il n'y a jamais eu d'enfants mariés. Les rois de France, quand ils se sont mariés avant d'être pubères, ils n'ont pas consommé, d'accord? Hein? Ou alors, donnez-moi un exemple. Je n'en connais pas. Le mariage a toujours été, en France et en Europe occidentale, un échange de consentement d'adultes. Mais pour lutter contre le mariage des enfants, ils ne savent pas quoi inventer. Ils ne savent pas quoi inventer. Ils sont malades. Et alors, là, vous allez vous amuser parce que il faut absolument dénoncer les mariages d'enfants et les mutilations sexuelles féminines. Les mutilations sexuelles masculines, on n'y touche pas. Je vous laisse deviner pourquoi. Je vous laisse deviner pourquoi. Et ça, il n'y a plus d'égalité, là. Les garçons, ils ont le droit de se faire mutiler, mais pas les filles. Au nom de la liberté, au nom de l'égalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va autoriser les mutilations des filles, on va interdire les mutilations des hommes. Vous savez ce que c'est qu'une mutilation de garçon, hein? Je ne vous fais pas un dessin. Alors, on veut promouvoir, toujours dans ce texte, un avortement sûr pour lutter contre les avortements clandestins. Jamais il n'est question, jamais, je dis bien jamais, il n'est question de dire « et si on le gardait le petit ?» Jamais. C'est pas en option, nulle part. On n'a jamais pensé à promouvoir l'arrivée de la vie. Ça n'existe pas. Et promouvoir l'abstinence sexuelle, c'est pas au programme non plus. On pourrait dire aux filles, dis donc, et oh, tu sais ce qui va t'arriver si tu continues. Non. Elle a le droit de coucher, donc elle a le droit d'avorter. Bah, c'est ça le droit des enfants, le droit des jeunes. Alors, il n'est jamais non plus en option de leur demander de jouer à des jeux de leur âge. Et ça, Judith elle m'a fait la démonstration, elle me dit, j'aurais dit un truc comme ça à ma mère, elle m'aurait retourné une paire de claques, je ne l'aurais pas dénoncé aux services sociaux, en me disant, ma fille, tu retournes jouer à la poupée, et tu reviendras dans quelques années. Non mais sans blague.
Mais comme on n'a plus d'autorité parentale maintenant, qui va dire ça? Qui va dire ça? On veut lutter, alors là, c'est là que ça devient, ça devient comique à force grotesque, quoi. On veut lutter contre la violence homophobe et transphobe qui perturbe l'apprentissage à l'école. Alors, à l'école, vous avez des gosses, ils sont martyrisés parce qu'ils sont trans à l'école. Et qu'est-ce que c'est qu'une violence homophobe à l'école? Vous avez des gosses à l'école qui sont homosexuels déclarés et qui subissent la discrimination. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous avez des homosexuels militants, des militants actifs de la cause homosexuelle, qui vont faire de la propagande dans les écoles pour expliquer comment ils souffrent et comment ils sont malheureux et comment ci et comment ça, etc., etc. Donc pour lutter contre la violence, etc., etc. Donc on va faire de l'éducation à la sexualité, à des minots, à qui on va expliquer ce que c'est qu'une sodomie. Excusez-moi, je vous avais dit que je vous choquerais. On veut promouvoir une information sur la sexualité qui soit positive et dénuée de jugement de valeur. Si. Ça veut dire que le sexe, c'est pour jouer avec. Donc il n'y a pas de morale. C'est que l'autre n'est pas un autre moi-même. Il est un instrument de mon désir. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est le diable. C'est le diable. On dénonce l'augmentation de l'accès à la pornographie violente. Alors ça, écoutez, alors, je répète. Nous dénonçons l'augmentation de l'accès à la pornographie violente. La pornographie pas violente, ça va? Ben oui. Puisqu'on va dénoncer la violence. La non-violence, ça va. Maintenant, accrochez-vous. Je vais vous donner le programme. Et ça, c'est repris par l'OMS, par l'UNESCO, par l'Europe et par le gouvernement français. Pour les 5 à 8 ans, ça commence à 5 ans, on va commencer par les gaver avec l'égalité des sexes dans la famille. On va dire, les enfants, il faut qu'ils... on va leur expliquer ce que c'est que l'égalité des sexes dans la famille. Vous allez avoir un petit môme de 5 ans et l'institutrice va lui expliquer que papa doit être égal de maman, qui doit être égal de papa. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? En plus, quel rapport avec le sexe? On y vient. On fait lister aux enfants les bonnes et les mauvaises relations. À 5 ans? C'est quoi une bonne relation? De quoi tu parles? On leur fait identifier les valeurs importantes que sont l'égalité et le respect et la tolérance. L'égalité de quoi? Mais attendez, si le gosse, il est l'égal de papa, il faut que papa, il mange pas plus que le gosse? Non. On va faire manger de la bouillie à papa? Mais c'est ça l'égalité. En plus, les valeurs importantes pour qui? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, c'est les grandes agences de l'ONU, ça. C'est ça le machin, on parlait de général de Gaulle. C'est l'ONU qui nous pond tout ça. Et derrière l'ONU, l'Institut Rockefeller et la CIA, etc. C'est sûr, hein. C'est sûr, hein, ce que je vous raconte. Tout ça, c'est les deux sources, hein, je vous ai expliqué, c'est les folies de Kinsey et la pression énorme de la CIA et de l'Institut Rockefeller. Alors, on apprend à des gosses de 5 à 8 ans qu'il existe des touchés corrects et des touchés non corrects, et on leur demande de les lister. Quelquefois, les touchés sont mauvais pour les enfants. Ah oui? Lesquels? Vous imaginez les pauvres gosses. On va leur montrer quoi faire si quelqu'un les touche de la mauvaise manière. Alors attendez, un gosse de 5 ans va se faire toucher de la mauvaise manière par un vieux cochon, on va lui expliquer quoi faire, et puis ça va s'arranger, bien sûr. Hein? Quand le gosse aura dit non, je ne veux pas, l'autre va s'arrêter tout de suite. Vous voyez où on glisse, là? On glisse vers la notion d'acceptation de la sexualisation des enfants, et si l'enfant n'a pas dit non, c'est qu'il était d'accord. Ça, c'est un règlement pour fabriquer des enfants pour les pédophiles. C'est une évidence. C'est une évidence. Les enfants devront pouvoir affirmer, on est toujours entre 5 et 8 ans, les enfants devront pouvoir affirmer que les gens montrent leur amour pour les autres de différentes manières, comme par des baisers, des câlins et des attitudes sexuelles. Des attitudes sexuelles à 5 ans? Montrer son affection à 5 ans par des attitudes sexuelles, de quoi tu parles? On explique que tous les enfants doivent être désirés et soignés. Ah oui.
Un enfant doit être désiré. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et qu'est-ce qu'on fait si un enfant n'est pas désiré? On avorte. On avorte, madame, chez nous. C'est en Angleterre qu'on adopte. Chez nous, on avorte. Ben non, il n'est pas désiré, j'en veux pas. Je le fais sauter. C'est ça. Jusqu'après la naissance, maintenant. Ça s'appelle de l'infanticide. C'est contenu dans tout ça. C'est contenu dans tout ça. Et ça, c'est ce qu'on va enseigner aux gosses dans les écoles à partir de 5 ans. On va leur montrer la différence entre le sexe biologique et le genre. Vous vous rendez compte de dinguerie? Et c'est cette théorie qui justifie, alors là vous allez avoir de la peine à me croire, mais je suis sûr que vous me croyez quand même. C'est une théorie qui justifie des opérations de changement de sexe, entre guillemets. Personne n'a jamais changé de sexe. Personne n'a jamais changé de sexe. Si vous voyez un gros barbu moustachu qui donne le sein, c'est que c'est une femme qui s'est fait pousser la barbe à coups d'hormones. C'est pas un homme. D'accord? Donc, personne n'a jamais changé de sexe au monde. Au monde, ça n'existe pas. Mais on explique, la petite fille qui rentre, papa, je voudrais être un garçon. Eh bien, si elle dit ça, devant qui il faut, on pourra, au titre des droits de l'enfant, et ça ne se fait pas encore en France, mais ça se fait déjà ailleurs, on pourra, au titre des droits de l'enfant, derrière le dos des parents, faire une opération irréversible de mutilation sexuelle pour changer l'apparence. Et il y a des études qui ont été faites sur le nombre de suicides de gens à qui on a fait prétendument changer de sexe et qui, ne retrouvant jamais leur identité, finissent par mettre fin à leur jour. Eh bien, les droits de l'enfant vont dans cette direction-là. Je sais qu'il y a des pays où ça se fait, où on peut faire une opération de changement de sexe sur des enfants derrière le dos des parents. C'est pas derrière leur dos, parce qu'ils sont forcément au courant, mais sans leur consentement. Gardez vos gosses. C'est effroyable. Pour les 9-12 ans, là on était entre 5 et 8. Hein, les 9-12 ans, et alors là je dis attention danger. Attention danger. Les parents, les éducateurs ou autres membres de la famille, dit-on, aident les enfants entre 9 et 12 ans à acquérir les valeurs et les aident à prendre leurs propres décisions. À partir de 9 ans, on explique aux gosses que c'est à eux de choisir ce qu'ils veulent faire. En tout, les parents sont devenus des conseilleurs. Il n'y a plus d'autorité. Aucun enfant, ni à 9 ans, ni à 12 ans, ne peut prendre des décisions. C'est à ses parents de les prendre. Là, on va leur inculquer que c'est fini, que eux ont le droit de prendre leurs décisions. On sape l'autorité parentale à partir de 9 ans. Alors qu'on est censé parler d'éducation sexuelle, là. Quel rapport, à votre avis? C'est qu'on est en train d'induire chez les enfants à partir de 9 ans que coucher c'est bien, que dès qu'il aura envie il pourra le faire, et qu'il est interdit à leurs parents de le leur interdire. Ça s'appelle les droits sexuels. Les droits sexuels, j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle comme ça, les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille. C'est une invention de 2008 qui consiste à dire tout le monde a des droits sexuels, y compris les enfants, et personne n'a le droit de vous empêcher de vivre votre sexualité comme vous l'entendez. Il y a une seule chose qu'ils ont, enfin, c'est pas une seule chose, mais la chose majeure qu'ils ont oubliée, c'est que dans le sexe, il y a le partenaire. Donc, avoir un droit sexuel, c'est avoir un droit sur l'autre. Ou alors, c'est plus un droit. Les enfants ont des droits sexuels. C'est marqué en toutes lettres dans la Déclaration internationale des droits sexuels. Les enfants ont des droits sexuels. Il est interdit de discriminer. Tout le monde a des droits sexuels, y compris les enfants. Donc les parents ne pourront plus interdire. Alors, je reviens au programme pour les 9-12 ans, on veut leur faire reconnaître que tous les membres de la famille peuvent promouvoir l'égalité dans la famille. C'est-à-dire que des enfants de 9 ans vont pouvoir se mêler d'égalité entre papa et maman. Mais alors, attendez, comme je vous disais tout à l'heure, de quoi je me mêle? On lâche les enfants pour déclencher des disputes entre les parents. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, on a affaire à des gens qui ne font pas la différence entre l'égalité et la similitude. L'égalité, il y a une égalité qui vaut. C'est l'égalité devant Dieu. On est tous égaux devant Dieu. On est d'accord? On est d'accord? Le reste, personne n'est égal à personne. Personne n'est l'égal de personne. Et c'est très bien comme ça. Les valeurs familiales saines
dit-on, implique la coopération, l'amour, l'égalité des genres et le respect du... Mais l'égalité des genres, dans les valeurs familiales saines, c'est quoi? C'est que maman doit changer la roue et papa éplucher les légumes. Éplucher les légumes, tout le monde peut le faire, mais je veux dire, ça regarde qui? On répartit les tâches dans le ménage comme on a envie, comme on l'entend. Et on va lâcher des gosses pour leur dire « t'as pas fait ci, t'as pas fait ça ». Et dites-moi, dans les valeurs familiales, je reprends coopération, amour, égalité des gens, respect mutuel. Et l'autorité? Il n'y a pas d'autorité. C'est fini. Elle est abolie. Il n'y a plus d'autorité dans la famille. Alors que le propre, quand même, de la famille, c'est le lieu de l'autorité parentale, oui ou non? Sinon, c'est plus une famille. On leur explique. Ils ont 9 ans, c'est ça? On leur explique que la masturbation commence à la puberté ou même avant. Ils ont 9 ans, on leur explique ça. Ça veut dire, qu'ils n'y ont pas pensé avant, donc on va leur suggérer. Pour leur suggérer, on va leur montrer. Vous imaginez? Des textes de l'ONU. On est passé de la diabolisation de la masturbation à la promotion. C'est le monde dans lequel nous vivons. On va discuter avec les enfants de l'importance de décider en toute connaissance de cause d'avoir ou pas des relations sexuelles à 9 ans. En toute connaissance de cause à 9 ans. On explique comment poser des préservatifs masculins et féminins pour réduire le risque de grossesse non désirée. Alors, grossesse non désirée, c'est un pléonasme. Toute grossesse, par définition, est non désirée, puisqu'on a un sexe pour jouer avec, c'est plus pour faire des bébés. Donc, toute grossesse, pour prévenir, réduire le risque de grossesse, on va expliquer comment poser des préservatifs. Et on va faire ça en classe. Et bien, moi, j'ai reçu le témoignage d'une jeune femme qui m'a raconté qu'on lui a fait faire ça sur un truc en plastique, devant toute une classe qui hurlait d'excitation. Obligatoire, les cours d'éducation sexuelle. Bon, elle n'avait pas 9 ans, elle était un peu plus... de toute façon, elle avait l'âge d'être humiliée. Vous imaginez? Les garçons au fond de la salle. Sous la surveillance de nos maîtres. 12-15 ans. 12-15 ans, on avance en âge. On va rappeler comment les normes sexuelles et les stéréotypes de genre ont un impact sur les relations romantiques. Est-ce que vous imaginez, attendez. C'est pas de moi ça, c'est de... On va leur rappeler comment les normes sexuelles et les stéréotypes de genre ont un impact sur les relations romantiques. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, on va leur expliquer que si un garçon il est amoureux d'un garçon, il y a des normes qui ont un impact et puis qui veulent les empêcher de s'aimer, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va introduire l'homosexualité comme une norme. C'est comme ça que ça passe. Et attendez, on va définir ces problèmes et leur trouver des solutions. Mais c'est quoi le problème? On est à l'école là. C'est quoi le problème? Alors les petits garçons qui n'ont pas pensé qu'ils pouvaient avoir des relations sexuelles avec d'autres petits garçons, alors là on va leur montrer. Attendez, mais c'est du détournement de mineurs, c'est de l'attentat à la pudeur, c'est monstrueux, quoi. On leur apprendra à faire la différence entre les mythes et les faits en matière de sexualité. Les mythes, c'est la morale, et les faits, c'est qui ne sait. C'est en toutes lettres, hein. Enfin, pas le commentaire il est de moi. Donc on fait relever la morale du mythe et la licence des faits, c'est-à-dire de la science. Et la science, c'est Kinsey. Alors, pour la petite histoire, il faut que je vous dise quand même de quoi est mort Kinsey. Kinsey, c'était un sadomasochiste, et quand il n'était pas sadique, il était masochiste, et il s'est infligé de tels tourments dans ses parties intimes qu'il en est mort. Et pudiquement, on a dit qu'il était mort de tuberculose, mais il n'avait pas la tuberculose là. C'est monstrueux. Et vous savez, Judith Reisman raconte ça très bien. Elle dit, il y avait des gens qui savaient tout ça. On savait que c'était un masturbateur compulsif, qu'il était pédéraste. On savait tout ça, qu'il faisait des orgies abominables. Sa femme, on voit sa femme avec un petit fichu qui tricote auprès du feu comme ça, puis avec son petit nœud papillon. Il faisait des orgies tellement atroces qu'il faisait ça dans le grenier de l'université à Bloomington. Ils avaient super insonorisé leur truc pour qu'on puisse entendre leur hurlement de nulle part. Et à côté de ça, qui tricote au coin du feu. Dès qu'il ne sait. Eh bien, les gens savaient, il y avait des gens qui savaient, mais le barrage médiatique était tel qu'il n'y avait pas moyen que cette information-là passe le barrage des médias. Kinsey aurait pu 20 fois tomber.
il n'est jamais tombé. Il y avait la CIA et Rockefeller derrière, mais pas que. Il y avait les médias. Et Rockefeller, quand il a compris autour des années 1920, je crois, Rockefeller a compris comment il pouvait dominer, il a acheté tous les médias de l'époque. Et on y est, hein, les médias appartiennent en gros en France à 10 personnes, et dans le monde à, disons, quelques-uns de plus, quoi. Alors, on va... donc ils ont 12 et 15 ans, on leur inculque que c'est à eux de décider quand et avec qui avoir des relations sexuelles. Les gosses qui n'ont pas compris, ils sont bouchés. Hein. On leur raconte depuis qu'ils ont 5 ans. Et on va discuter avec eux des relations sexuelles transactionnelles. Vous savez ce que c'est, ça? Ben, c'est la prostitution. Ben, c'est du sexe en échange de l'argent. Relations sexuelles transactionnelles, ça s'appelle la prostitution. Pourtant non. Et on va discuter des risques qu'elle implique. C'est-à-dire, la prostitution, c'est pas immoral, puisque rien n'est immoral, mais c'est risqué. Ma fille, si tu couches avec celui-là, tu vas peut-être attraper des trucs. C'est risqué. D'où l'intérêt de parler des relations sexuelles transactionnelles. Et comme il n'y a plus d'autorité parentale pour interdire à une fille de faire la putain, j'ai vu un placard, j'ai trouvé sur internet, hein, je ne l'ai pas vu dans la rue, j'ai vu un placard où on voyait des prostituées en tenue de combat, et avec un slogan « Non à la putophobie ». Ça n'a pas été suivi d'effet. Ça va peut-être ressortir. Non à la putophobie. Espèce de pute. Ah, c'est de la putophobie. Bah oui. Ça n'a pas pris. Ça sera pour la prochaine fois. On évoque la contraception d'urgence, c'est-à-dire l'avortement médicamenteux. Savez-vous que les avortements médicamenteux se font à l'infirmerie de l'école? À l'infirmerie de l'école, sans que personne ne soit au courant. J'ai vu un texte qui dit « On autorise la fille à en parler à son père ». Oh ben heureusement. Elle a le droit de ne pas lui dire, mais on l'autorise à lui dire. Vous vous rendez compte de l'hypocrisie du truc? C'est une école de négation de la famille. C'est l'évacuation des parents, ça. On dresse les gosses contre leurs parents. 15-18 ans. Alors, il existe de relations saines et malsaines. Oui, mais ils disent pas lesquelles. Ils disent pas lesquelles. Il y en a, donc il faut en parler. On fera reconnaître que tout le monde peut devenir parent indépendamment du genre, de la maladie, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. C'est-à-dire qu'à 15-18 ans, on va leur expliquer qu'ils ont le droit d'avoir des enfants. Mais le droit d'avoir des enfants, c'est la GPA, c'est la PMA ou c'est le trafic. Eh bien, ça s'appelle un droit sur les enfants des autres, dont on a vu l'application en Angleterre. Bientôt chez nous. Parlons de transactions. Il y a de quoi dire. On rappellera que les relations transactionnelles peuvent limiter la possibilité de sexe sans risque. Limiter la possibilité de sexe sans risque. Se prostituer. Vivre sa vie sexuelle librement implique de savoir comment éviter les maladies et les grossesses non désirées. Grossesse non désirée. Il n'y a que des grossesses non désirées. Jamais entendu parler de grossesse désirée. C'est même pas ça. Jamais entendu parler dans tous ces textes. Et croyez-moi, j'ai lu des centaines de pages de grossesses menées à terme pour recevoir la vie. Nulle part. On insiste sur les risques de l'avortement bricolé, façon de promouvoir l'avortement libre et gratuit, l'avortement bricolé. Alors c'était la justification de Simone Veil. Moi je me souviens des débats de Simone Veil concernant la légalisation de l'avortement, c'est que les avortements bricolés faisaient des morts. Des femmes qui voulaient absolument. Et c'est l'argument qui a été utilisé, alors que maintenant c'est loin derrière. Moi je crois à la sincérité de Simone Veil quand elle a défendu son projet. Je me souviens, elle était très très émue. Je m'en souviens. Alors, on insiste pour dire que l'adoption est une option pour les gens qui ne sont pas prêts ou pas capables de devenir parents. Pas prêts ou pas capables, ça veut dire quoi? Pas capable, ça veut dire homosexuel éventuellement. Pas prêt, ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt à avoir des enfants, vous êtes prêt à en adopter, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire
Pas capable, ça veut dire homosexuel, c'est-à-dire que tout le monde a le droit d'adopter, y compris un homosexuel seul. Un certain Frédéric Mitterrand, qui s'est jamais marié, qui n'est pas ni en couple ni paxé, il a adopté. Un garçon. Bah. Qui est le grand promoteur de ces droits sexuels aux enfants? Numéro 1, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qu'on a vu à l'œuvre récemment. La Déclaration des droits sexuels, qui a été publiée en 2008 par la plus que contestée Fédération internationale du planning familial, IPPF. Vous connaissez le planning familial? Oh, moi, quand j'étais jeune, je me disais, le planning familial, heureusement qu'il y a ça, etc. Oh, le planning familial, ce sont des eugénistes. À l'origine, le planning familial, ce sont des gens qui veulent empêcher les pauvres de se reproduire, surtout les Noirs. Donc, qui planifie la famille par la... J'ai fini. J'ai bien, pas encore tout à fait, mais presque. Alors, l'IPPF non seulement promeut l'avortement à tout va, mais vit du trafic d'organes récupérés sur les fœtus encore vivants. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui. Les vaccins contre le Covid, c'est avec des souffles d'enfants avortés. Voilà, exactement. Et il y a une médecin salariée de l'IPPF qui a été piégée un jour par une journaliste qui l'a filmée à son insu. Et la journaliste s'est fait passer pour quelqu'un qui était acheteur de cœur, poumons, etc. Et elle lui a dit $500, etc. Oui. Et c'est l'IPPF que Donald Trump, d'ailleurs, à qui Donald Trump a rigoureusement coupé les fonds. Parce que non seulement ils se font des mille et des cents à faire du trafic d'organes, mais en plus de ça, ils étaient subventionnés, puisque le droit des femmes, donc l'avortement, etc. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore, voici ce que sont les droits sexuels tels que l'IPPF, non international du planning familial, les a définis en 2008. Et ces droits sexuels ont été repris par l'ONU. Article 1er. Les droits sexuels, c'est le droit de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. À quel titre? C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun rapport entre faire l'amour et faire des enfants. Pourquoi? Parce que. Il n'y a pas d'autre réponse. Ça veut dire, le sexe n'est plus le moyen de se reproduire, c'est le moyen de s'amuser. On a un sexe pour jouer avec. C'est tout. Tout le reste est inopportun. C'est en Allemagne, en 1921, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que s'est tenue la première rencontre de sexologie, organisée par un certain Magnus Hirschfeld. 5 ans plus tard, son compatriote Albert Moll organisait une autre rencontre de sexologie, et les congrès vont se suivre jusqu'à la décapitation totale du mouvement en 1933. Adolf arrive au pouvoir, quick. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est si Adolf Hitler a mis fin à la grande vague sexologiste parce que tous ses adeptes étaient juifs, parce qu'ils étaient tous de gauche, ou parce qu'ils étaient tous homosexuels. En tout cas, ils étaient les trois. Et ils sont partis en Amérique. On les a retrouvés. Enfin, pas ceux-là, forcément. Voilà. Donc, l'OMS promeut tous les textes les plus délirants en direction de la sexualité des enfants, de la sexualisation précoce, de l'éducation à la masturbation dès l'école maternelle. Et, comment elle s'appelle Marlène Schiappa a dit « C'est pas vrai que gna 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 ». Elle me visait, parce que j'avais sorti une vidéo en disant « Alerte, alerte, il y a péril en la demeure ». Il dit « C'est même pas vrai ». Ah non, c'est pas vrai. Moi, j'ai sorti le texte, j'ai dit « Ça, c'est quoi ?» Alors, je lui ai pas donné à elle, parce que je fréquente pas ces gens-là, mais je l'ai mis sur Internet, je lui ai dit « C'est marqué là, attendez, c'est marqué là. Arrêtez de dire que c'est pas vrai. » Ils mentent. Et je vous assure, si les parents savaient, c'est pour ça que c'est important que vous veniez, si les parents savaient ce qui se fait à l'école, ils interdiraient à leurs gosses d'y aller. Mais on le cache. Pendant ce temps-là, à l'ONU, parce que c'est quand même l'ONU qui dirige tout ça, un rapport révèle que l'ONU emploie 3300 pédophiles responsables de 60 000 viols au cours de ces 10 dernières années. C'est un minimum, parce que c'est 60 000 viols répertoriés. Donc l'ONU emploie des pédophiles. En plus des 3300 pédophiles qui travaillent pour l'organisation, des milliers d'autres agresseurs sexuels prédateurs ciblent spécifiquement les emplois caritatifs pour se rapprocher des femmes et des enfants vulnérables. Vous êtes un pédophile, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire d'intéressant? Ah ben je sais pas moi, sur un tremblement de terre par exemple, brancardier et tout. Servez-vous. Qui est-ce qui va vous arrêter? Vous imaginez les situations de détresse?
C'est le diable. C'est le diable. Si vous portez un t-shirt de l'UNICEF, personne ne va vous dire qu'est-ce que vous foutez là. D'accord? Donc l'ONU attire les prédateurs sexuels. Alors je ne dis pas que tous les agents de l'ONU sont des prédateurs sexuels. J'ai pas dit ça et je ne le pense pas. Mais les prédateurs sexuels vont se mettre là. Tant qu'ils peuvent. Durant l'année 2016, les casques bleus et le personnel civil des Nations Unies ont maltraité 311 victimes sur une période de 12 mois. Or, on admet que seul un cas sur 10 de tous les viols est signalé, faites le calcul. Tous les lanceurs d'alerte sur les exactions de l'ONU ont été licenciés. Voilà. En Haïti, un scandale impliquant des casques bleus et des hauts fonctionnaires du monde entier a éclaté. Personne n'a été emprisonné. Ils couchaient avec des enfants de 12 ans. 300 enfants se sont manifestés pour témoigner. Et il ne s'est rien passé. La collusion, et j'en termine là, entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les agences de l'ONU, l'interdiction de la fessée, la promotion des droits de l'enfant, coïncide avec le total renversement des valeurs, la mise sous tutelle des parents à l'échelle mondiale et la transformation du sexe en activité de loisir de plus en plus centrée sur la violence et la mort. Il y a péril en la demeure. Voilà. Yann Arthus Bertrand, bonsoir.